Bonjour, je m'appelle Soukaina Ajouji Drissi, je suis consultante en finance auprès des directions financières. Alexandre Marquez, commissaire aux comptes associé chez Géliard Creatis. Je suis Mariam Diakité, commissaire aux comptes inscrite à la CRCC de Paris. Guillaume, j'ai 44 ans. Ça fait à peu près 15 ans que je pratique de manière assez suivie le commissariat aux comptes, puisque c'est mon activité principale dans le mix entre commissariat et expertise. C'est toujours une émotion particulière, prêter serment, d'autant plus que j'avais mes filles, ma femme avec moi. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, c'était un moment très solennel. Ça marque l'entrée dans une profession. Ça nous rappelle aussi ce pourquoi on a travaillé dur pendant plusieurs années. Soukaina. Je le jure. Alexandre. Je le jure. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'assez basique, mais je ne m'attendais pas à voir monsieur le procureur qui était là, madame la présidente aussi du tribunal qui était là. Il y avait toutes les instances représentatives du commissariat. Donc oui, ça fait quelque chose. On sent le poids des responsabilités maintenant qui pèsent sur nos épaules, parce que c'est vrai que la signature du commissaire aux comptes, c'est quand même une signature importante. La prestation de serment a été m'a animée d'une grande joie, de fierté, d'honneur, d'appartenir à cette belle famille des commissaires aux comptes. Mariam. Je le jure. Guillaume. Je le jure. Je m'inscris à la CRCC de Paris pour justement concrétiser ce diplôme, m'ouvrir à cette profession. C'est l'occasion de bénéficier du réseau, des formations proposées par la CRCC, donc je pense que c'est très important de s'inscrire à la CRCC. C'est l'accomplissement, la réalisation d'un rêve d'enfant. J'exerce depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années dans l'expertise comptable, donc c'est une suite pour moi d'exercer en tant que commissaire aux comptes. Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. C'est vrai que Paris, c'est quand même la plus grosse compagnie régionale de France. On est reçu dans des instances prestigieuses, ici au tribunal de commerce, à la cour d'appel. Et donc, c'est une compagnie régionale dynamique et moi, je suis très content d'être inscrit à Paris. Si tu hésites à rentrer dans cette profession, n'hésite plus, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une profession d'avenir, une profession qui te permet de voir tous les secteurs d'activité. Donc le choix n'est plus à faire, parce qu'on voit tous les métiers, tous les secteurs d'activité, et on est un vecteur de confiance auprès des chefs d'entreprise. Moi, je suis rentré dans la profession, je pensais y rester 3 ans, le temps d'avoir mon diplôme. Et c'est vrai qu'au fil du temps, d'avoir des responsabilités, de pouvoir aller sur des secteurs aussi variés que l'associatif, l'automobile, l'international, c'est vrai que c'est hyper challengeant, hyper sympa. On apprend plein de choses tous les jours. On a accès à une tonne d'informations sous réserve du secret professionnel, bien sûr, et on échange tous les jours avec les dirigeants d'entreprise, et ça n'a pas de prix. Juste à titre d'exemple, en 1 an, j'ai été compter des fromages dans le Larzac, j'ai fait tout un tas de choses que je pensais jamais aller faire au cours de cette année. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous incontournable de la CRCC de Paris, le focus sur l'actualité. Ça fait plusieurs années qu'on se retrouve pour parler actualité générale, actualité de la profession, actualité de la CRCC, actualité comptable, actualité normative, fiscale. Et on a plein de choses à vous dire ce soir. Alors vous savez, depuis 3 ans, on a innové. C'était peut-être à cause du Covid, mais aussi grâce aussi à la technologie. Avant, on avait l'habitude de se retrouver en présentiel. C'était une grande manifestation qui était organisée à Paris. Grand bien nous a fait de faire ça en distanciel. On a vu que les chiffres augmentaient les 2 années précédentes. C'est pour ça qu'on continue et qu'on essaye d'améliorer chaque année ce processus. Et puis c'est vrai que prévoir une manifestation le jour où il y a le 49.3 qui est décidé à l'Assemblée nationale, ça nous aurait posé quelques petits problèmes aux uns et aux autres de nous retrouver ce soir. Donc bienvenue à tous, et puis je vous dis, on innove toujours à la Compagnie de Paris. C'est la première fois que nous faisons un focus sur l'actualité inter-CRCC, puisque j'ai le plaisir ce soir de retrouver nos amis des Antilles pour un duplex organisé avec la CRCC de Fort-de-France.
et la CRCC de Guadeloupe. Voilà, vous avez nos deux présidents, mes deux amis présidents qui nous rejoignent à l'écran. Alors avant de vous présenter un peu le déroulé de cette manifestation, eh bien, j'ai le plaisir de les accueillir et je vais passer tout d'abord la parole à José Marot-Desgrottes, qui est président de la CRCC de Fort-de-France de Martinique. José, c'est à toi. Merci Vincent, mais c'est un grand plaisir de partager tout ça avec toi. Je crois que le distanciel, c'est le développement durable. C'est ça. Oui. Ça évite les voyages, ça évite les déplacements, ça évite les pertes de temps. C'est super. Je salue tous ceux qui sont présents, bien sûr. Un petit coucou de la Martinique. Je salue David, mon ami David. On n'est pas loin, on se voit. Et ici, il fait un petit 28 degrés, c'est agréable. Je ne sais pas ce qu'il fait à Paris. En tout cas, je remercie énormément la Compagnie de Paris. Ça fait très longtemps que la Compagnie de Paris nous aide dans nos petites régions insulaires, notamment pour le contrôle qualité. Ça a commencé comme ça avec Bernard Lelarge il y a déjà quelques années, sur une recommandation de Jeanne Ondas. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous ces noms qui ont précédé les équipes actuelles. Nous sommes très heureux que la Compagnie de Paris nous accompagne. Nous sommes très heureux quand elle vient. Nous sommes très heureux de participer à cette formation qui est indispensable. J'ai invité les confrères et consoeurs de Martinique à venir, à se présenter. J'espère qu'ils seront présents en nombre. Merci beaucoup. Merci à toi, José. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour vous donner à titre indicatif les chiffres, on avait plus de 650 inscrits ce soir. Donc, on va battre tous les records. L'année dernière, on en avait un peu plus de 500 qui étaient inscrits. On avait fait 470 participations. Cette année, on sait qu'on va battre des records et qu'on va en avoir plus de 500. David Moueza, donc président de la Compagnie de Basse-Terre, mon ami David. Toi, tu es à Jarry, je crois qu'il fait aussi 28 degrés, tu m'as dit qu'il faisait chaud, qu'il ne pleuvait pas, comme chez nous. Voilà. Donc, je précise quand même qu'aujourd'hui, aux Antilles, c'est les fêtes de mi-carême, d'après ce que j'ai cru savoir. Donc, on m'a dit, qui dit mi-carême dit demi-férié, ce qui veut dire que beaucoup d'entre vous qui nous suivez aux Antilles, ben, vous êtes quasiment en congé cet après-midi. Et puis, donc, qui dit mi-carême, mi-férié, dit mi-carnaval. Je vous rassure, nous, le carnaval, comme je l'ai dit tout à l'heure, il commence chez nous à Paris avec les manifestations. Donc, on est tout à fait dans l'ambiance. David, je te passe la parole. Bonjour à l'ensemble des consoeurs et des confrères de Paris, Martinique, Guadeloupe. Là, on assiste à un webinaire un petit peu plus international, avec 8000 km de distance. Merci en premier lieu à Vincent qui a tenu à nous associer à cette manifestation, malgré le décalage horaire. Moi, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. Je me permets de parler au nom de l'ensemble des professionnels que je représente. Nous sommes très contents, nous aussi, parce qu'il y a, nous avons quand même même si nous sommes en mi-carême, mais nous avons quand même des confrères en tenue à participer à ce temps de formation et nous vous remercions de nous faire profiter de ce moment-là. Il faut savoir que la profession bouge. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous, notamment le marché public avec l'expérimentation sur la certification des comptes du secteur public par un commissaire aux comptes qui a reçu un avis favorable de la Cour des comptes. Nous avons également la directive CSRD dont Vincent va vous parler. Une fois transposée dans le droit français, devrait être applicable très prochainement. Ça va concerner un nombre significatif d'entreprises qui sera confronté à la nécessité d'amorcer une démarche RSE. Alors donc, les structures, pour répondre à ces impératifs-là, seront amenées à analyser toute leur chaîne de valeur afin qu'elles respectent des critères de durabilité. Et qui dit chaîne de valeur implique qu'il va falloir aussi s'interroger sur la capacité des fournisseurs, des sous-traitants à intégrer cette même démarche RSE. Et les auditeurs légaux que nous sommes ont été désignés par la Commission européenne comme étant une profession privilégiée pour exercer justement ces vérifications extra-comptables. Alors nous, commissaires aux comptes, et singulièrement ceux des îles, puisque nous serons les plus impactés par les changements climatiques, nous devons donc nous approprier ces sujets à travers des missions, le diagnostic, vérification. Donc, bien évidemment, va se poser donc la question de la formation des commissaires aux comptes, des collaborateurs, pour exercer ces missions-là. Et nous ne pouvons pas nous faire l'économie donc de nous former sur ces sujets-là. Et pour la Guadeloupe, il y aura un parcours spécifique de formation en mai, en juin 2023. Donc, j'invite tous les confrères, consoeurs, à s'inscrire en masse sur ces formations-là.
nous prévoyons, et ça, je pense que Vincent va en parler, nous prévoyons d'autres manifestations en collaboration avec la CRCC de Paris, sous forme de webinaire. Et bien sûr, qui dit mission dit outils pour réaliser les missions. La CRCC de Paris, à travers l'ISNA, nous a déjà fait bénéficier donc, de ces outils. Et on espère que ce partenariat-là va continuer. Donc, en tout cas, je souhaite que nous nous donnions tous les moyens d'acquérir les compétences pour répondre aux besoins de marché. Et ce focus que nous réalisons aujourd'hui, ben, pour moi, est une première pierre à l'édifice. J'espère que tous les professionnels que nous sommes se saisiront de ces opportunités pour remplir déjà leur obligation en la matière. Mais au-delà de l'obligation, c'est surtout l'opportunité qui nous est offerte à chacun d'entre nous de contribuer par la qualité de son travail, son indépendance, sa science, à promouvoir la profession auprès du marché. Et ça, on ne pourra pas atteindre cet objectif sans être correctement formé. Donc, bonne formation à tous. Merci beaucoup, merci David, merci José. Oui, on va bien sûr poursuivre nos partenariats avec nos amis des Antilles. C'est plus que des partenariats, je dirais, c'est de travailler ensemble. Oui. On l'a fait régulièrement. José a rappelé que c'était permanent sur le contrôle d'activité. Et bien évidemment, on va poursuivre tous ces échanges qui sont fructueux. Là, je vous avais proposé en effet de nous rejoindre ce soir en le faisant à 17h, de 17 à 19h, ça vous permet, vous, avec le décalage horaire, de ne pas vous lever à 3h du matin. Donc, je pense que c'est appréciable. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fera maintenant des webinaires sur des points spécifiques qui peuvent arriver dans l'année, on essaiera autant que faire se peut de vous y associer pour que vous puissiez aussi les suivre à distance. Vos obligations de formation, c'est quelque chose de très très important. Vous avez aussi des fois des difficultés à avoir des formations et c'est pour ça qu'on a commencé l'année dernière, on est encore en train de réfléchir à la CRCC à Paris pour refaire un séminaire de formation chez vous, ce qui n'est jamais désagréable de vous retrouver en général pour une séance de formation, mais de formation intensive de 20 heures, parce que, comme je vais vous le rappeler tout à l'heure, les obligations de formation, elles ne sont pas toujours bien respectées par nos consoeurs et nos confrères. Et voilà, ça c'est quelque chose d'important. Merci à tous. Et bon séminaire maintenant. Voilà, donc écoutez, on a eu cette introduction, maintenant c'était important. Tout à l'heure, vous allez avoir de l'actualité, comme je le rappelais, l'actualité de la CRCC, ça vous sera présenté par Sabrina Cohen et Camille Boivin, qui sont vice-présidents à la CRCC, qui me rejoindront sur ce plateau. Et on pourra donc parler de cette actualité, aussi des outils et de tout ce que l'on met en place à la CRCC, qu'on essaye de partager avec d'autres et aussi avec les jeunes étudiants. Et puis, on vous parlera aussi actualité technique, dans un premier temps, actualité technique, actualité normative. Marine Julien rejoindra Camille et Sabrina. Puis après, on aura l'actualité comptable avec Jean-Charles Boucher qui nous retrouvera. Puis l'actualité fiscale. On agrémentera, je verrai, notre exposé de quiz pour voir si vous suivez, si vous êtes attentif, si vous êtes excellent. Et puis, bien évidemment, on essaiera sur la fin de réserver une dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc vous avez déjà la possibilité, enfin pas maintenant sur l'introduction, mais après sur les parties techniques, de nous poser des questions. On sera obligé peut-être de faire du tri, mais si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on en parlait tout à l'heure en préambule à ce séminaire, eh bien donc on vous répondra par écrit par la suite. On essaiera de ne pas laisser des questions techniques sans réponse, que les questions techniques. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un tout petit peu de l'actualité générale, de l'actualité comptable. Pour ceux qui étaient présents aux Assises de Rennes, on avait des belles assises cette année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des assises qui étaient une nouvelle ère, je dirais une nouvelle ère post-pacte. Donc certains d'entre vous étaient présents, d'autres ne l'étaient pas. Vous avez lu un peu l'actualité. C'était une très bonne chose de voir que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est venu. Bon, parce que la dernière fois qu'on avait eu un garde des Sceaux qui était venu, c'était Nicole Belloubet, et elle venait nous annoncer l'inspection des finances qui préparait la loi Pacte.
Donc je crois que quelques-uns d'entre vous s'en rappellent. Enfin, moi, je m'en rappelle parce que j'étais là ce jour-là. Et je peux vous dire que ce n'était pas obligatoirement un bon moment. Là, on a eu un discours qui était très différent. Un discours du ministre donc, qui s'est voulu très apaisant et très encourageant. Et puis, donc, on était en plein dans l'actualité puisque, en fait, le 16 décembre 2022, donc c'était quasiment au moment des assises, le texte final de la directive CSRD avait été publié au JO de l'Union européenne, donc c'était un point important. Et cette directive, maintenant, il va falloir la transposer. Donc il y a tout un travail de construction qui est mis en place. Alors vous le savez, en France, on ne fait jamais les choses de manière très simple. Il y a la chancellerie, dont les commissaires aux comptes dépendent. On dépend de la chancellerie. Mais vous savez qu'on est aussi un peu schizophrène et qu'on est expert comptable. Et il y a aussi Bercy. Et Bercy, des fois, veut avoir le dessus sur la chancellerie. Donc, il y a ce qu'on appelle des arbitrages interministériels qui ne sont pas simples. En fait, les annonces du garde des Sceaux que nous avons eues à Rennes, c'était un message de confiance et de dire les commissaires aux comptes ne vont plus avoir à passer sous les fourches codines de la COFRAC. Donc, c'était quelque chose d'important. Et puis, la deuxième annonce, c'était de dire que tous ceux qui vont donner des certifications, de toute façon, seraient aussi régulés par le H3C, notre régulateur. On leur dit bienvenue au club. Voilà, on est content qu'il n'y ait pas que les commissaires aux comptes qui soient régulés par le H3C. Maintenant, bien évidemment, il va falloir que ça se mette en place. Normalement, le calendrier qui nous a été annoncé par Yannick Olivier, le président de la CNCC, avant-hier, à la réunion des présidents, où j'assiste bien évidemment comme David et José, c'est de dire que vers octobre-novembre, il y aurait un conseil de ministres qui devrait donc arrêter la transposition pour le projet de loi ou le décret, je ne sais pas par quel biais ça se fera à ce moment-là. Mais là, il y a tous les arbitrages interministériels. Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place à la Compagnie nationale. C'est important, parce que c'est important de savoir si l'application de cette directive, qui aujourd'hui concerne bien évidemment surtout les sociétés cotées, les grands groupes, mais qui bien évidemment, comme toutes ces obligations, va descendre jusqu'au sein de nos PME, il y a besoin de certification des éléments extra-financiers. Est-ce que ça ne doit être réservé qu'à quelques-uns ou est-ce que ça doit être réservé à l'ensemble des commissaires aux comptes? Vous vous doutez bien évidemment de quel côté notre cœur penche. On veut que le plus grand nombre puisse le faire, ça veut dire se former, mais on a aussi un diplôme pour ça, ça veut dire pas être soumis à la COFRAC, voir de quelle manière on pourra aussi former nos stagiaires, voir les parcours qu'on va pouvoir faire pour les nouveaux inscrits. Nous, on devrait bénéficier de ce qu'on appelle une clause de grand-père, c'est-à-dire que quand on a le diplôme, aujourd'hui, on devrait pouvoir le faire moyennant, bien évidemment, des formations, mais comme tout à chacun quand on fait quelque chose de spécifique. Mais après, bien évidemment, pour les nouveaux inscrits, il va y avoir des obligations supplémentaires, entre autres pendant la période de stage professionnel. Donc tous ces points-là sont très importants et on va essayer donc de les mettre en place au cours de l'année 2023. Et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles en fin d'année pour vous annoncer que les commissaires aux comptes ont gagné les arbitrages et que la chancellerie les a gagnés par rapport à Bercy. Donc voilà pour l'actualité un peu plus générale. Je vous parle maintenant obligation de formation. C'est très important, on en a parlé tout à l'heure avec nos amis des Antilles. Nous sommes une profession qui a besoin de se former, qui a des obligations de formation. On sait qu'une profession qui ne se forme pas est une profession qui régresse. On a ces obligations, je vais vous les rappeler, mais le H3C nous les rappelle périodiquement. Vous avez assisté les uns et les autres à vos assemblées générales, vous allez voir les communications. Le H3C constate que les obligations de formation ne sont pas assez bien respectées par les commissaires aux comptes, puisque force est de constater que sur la dernière campagne, je crois que c'était 2021, parce que 2022, on n'a pas encore les chiffres, sur 2021, on n'avait même pas un commissaire aux comptes sur 2 inscrits qui avait rempli ses obligations de formation, c'est-à-dire les 120 heures de licence sur 3 ans. Et le H3C a donc décidé de mettre en place ce qu'ils appellent des compositions pénales, donc c'est-à-dire des amendes pour ceux qui ne le font pas. On n'en connaît pas
aujourd'hui le montant, on ne sait pas à partir de quand elles seront appliquées, on ne connaît pas leur progressivité, mais on sait par contre qu'elles vont exister. On sait aussi qu'elles ne seront pas rétroactives, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, il faut dès maintenant vous mettre dans le droit chemin pour pouvoir réussir ce passage de formation obligatoire. Alors que je vous rappelle, hein, les formations, elles répondent aux règles de droit commun, hein, c'est celles qui sont de code de travail. Vous vous rappelez que vous avez 20 heures minimum de formation à faire tous les ans, mais vous avez 120 heures sur 3 années glissantes. Donc c'est ça qu'il faut réussir. Alors 20 heures, beaucoup quand même le font. Par contre, 120 heures, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut absolument le faire. Vous pouvez faire aussi des conférences. Par contre, sur 3 ans, vous voyez, le maximum, c'est 40 heures. Vous avez ça sur la slide. Vous pouvez faire aussi de la conception et de l'animation, beaucoup en font, et c'est quand même un véritable travail. Et quand on fait de la conception et de l'animation, eh bien, on peut faire 40 heures aussi sur 3 ans. Et puis, de la rédaction et de la publication d'articles, c'est important la recherche, c'est important d'amener des éléments et de nourrir la doctrine. Ça, c'est 30 heures sur 3 ans. Participation à des travaux d'intérêt technique, 32 heures. Et les formations particulières pour les CAC n'ayant pas de mandat depuis 3 ans. Ça, par contre, il y a des formations qui sont obligatoires. Donc voilà un peu les types de formations que l'on a à répondre. Après, par rapport à ces formations, je voulais avoir la slide suivante, si on peut me la donner. Voilà, c'était les conditions de formation. On vous les rappelle rapidement, il y a un support, c'est un organisme qui est agréé, ce n'est pas n'importe qui fait des formations. Une vérification des connaissances acquises, c'est pour ça que vous allez avoir à l'issue de celle-là un quiz à remplir. Et puis un suivi des appréciations des participants. Il y a un questionnaire de satisfaction, et bien évidemment, on doit le faire. Et à la fin, on vous délivre une attestation de formation. Et ça vous permet, après, de faire, parce que j'y viens, ce qui est obligatoire pour chacun d'entre nous et qui chaque année se concrétise au 31 mars, c'est vos obligations de déclaration de formation. Alors j'ai des chiffres pour Paris, je n'ai pas les chiffres pour nos amis des Antilles. On avait voilà, pas mal de nos consoeurs et confrères qui ne faisaient pas leurs obligations déclaratives. Alors là, c'était plutôt pas bon. On s'est beaucoup amélioré en 2022. Puisque seuls, je dirais, enfin il y en a, ça fait quand même pas mal, mais il n'y a que 200 confrères, mais par rapport aux 2478 autres, c'est rassurant, c'est une proportion qui est quand même pas trop forte, qui n'ont pas rempli ces obligations de déclaration. Bien évidemment, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut absolument le faire, c'est super important. Voilà, donc 31 mars, remplissez parce qu'après le portail, il sera fermé. Voilà, avant maintenant, on va enchaîner, j'ai beaucoup parlé, on va parler actualité de la CRCC de Paris, et je vais demander à Sabrina Cohen et à Camille Boivin de me retrouver pour qu'on parle de cette actualité. Voilà, on se retrouve, la jonction a été faite, on est en direct, hein, vous voyez, on change de plateau. Merci à Sabrina et Camille de m'avoir rejoint. On va vous parler actualité de la CRCC de Paris. Alors pour nos amis qui sont aux Antilles, c'est encore les Parisiens à l'heure du repas qui nous parlent de leur actualité. Mais toute cette actualité, on la décline aussi, on essaye de la décliner aussi avec vous aux Antilles. C'est très important, comme l'a dit David tout à l'heure, il y a des outils que l'on partage. Et puis ce que l'on fait, on essaye de le partager aussi avec toutes les CRCC. Et vous allez voir, on fait des choses qui sont assez sympas. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, on est content de le partager aujourd'hui. Merci Vincent, bonjour à tous. C'est un plaisir de venir partager l'activité de la CRCC ce soir. Donc, vous allez voir à l'écran un film qui va vous être diffusé, qui est une remise des prix, la remise des prix à 30 jeunes lauréats du dispositif Make It Easy. Donc, c'était une soirée en janvier dernier. Alors, Make It Easy, qu'est-ce que c'est? Make It Easy, c'est un dispositif qui vise à permettre à des jeunes qui sont en 2e année de la filière comptable, hein, que ce soit en BTS, en BUT
ou en DCG, eh bien, d'être accompagnés par la CRCC. Alors, selon quels moyens? D'abord, on va leur verser une bourse qui sera échelonnée dans le temps, pendant toute la durée de leurs études jusqu'à l'obtention de leur Bac+3. Donc, c'est une bourse d'un montant de 3 000 €. Et ils vont être accompagnés pendant cette période par un, souvent un élu de la CRCC, commissaire aux comptes et expert comptable, bien entendu. Alors, ce qui est nouveau dans cette deuxième édition, c'est que déjà, on a eu davantage de lauréats, c'est-à-dire que dans la première édition qu'on vous avait présentée l'année dernière, on avait 10 lauréats, cette année, on en a 30. Pourquoi 30? Parce qu'on a eu le bonheur d'intégrer dans notre dispositif le CRO de Paris, le Conseil de l'Ordre, et également la CRCC de Versailles et du Centre, qui nous ont fait tous les deux le plaisir de nous rejoindre. Alors, pendant cette soirée que vous voyez à l'écran, on a eu le parrainage d'une ancienne ministre, Elisabeth Moreno, et puis tous les représentants des différentes institutions régionales et nationales qui nous ont accompagnés à l'occasion de cet événement. Alors, pour la troisième édition, parce que c'est un dispositif qui nous plaît beaucoup, qui a une grande réussite. Vous voyez les jeunes à l'écran, je pense qu'ils vont se souvenir de leur soirée toute leur vie, Vincent. Donc pour cette troisième édition, alors on a une annonce nouvelle, le dispositif va prendre encore davantage d'ampleur. Moi j'étais très content, la première année on avait offert 10 bourses. Cette année, c'était 30 bourses, toujours sur 3 critères, l'excellence des notes, les recommandations des professeurs et bien évidemment une réalité de précarité dans la situation financière. Mais ce n'est pas assez. On sait qu'on manque de troupes, on sait qu'on a des jeunes qui sont brillants et qui malheureusement parfois sont obligés de décrocher parce que la vie fait qu'elle est un peu compliquée. Eh bien, nous, notre devoir, c'est de les aider. Et j'ai le grand plaisir, je leur ai un peu forcé la main, mais ça n'a pas été trop compliqué, de savoir que la Compagnie nationale et l'Ordre national des experts comptables, le Conseil national des experts comptables, Yannick Olivier et Cécile de Saint-Michel, la nouvelle présidente de l'Ordre, vont nous rejoindre dans ce dispositif. On va mettre ça en place, ce qui veut dire que l'année prochaine, ce seront encore plus de jeunes avec un dispositif encore plus fort. L'ambition, c'était de faire quelque chose pour les jeunes. On a commencé, vous voyez, avec une dotation de 20 000 €. Cette année, c'était une dotation de 90 000 €. Je n'annonce pas les chiffres pour l'année prochaine, mais ça va être une très belle dotation. Sabrina, tu nous parles des trophées? Oui, avec plaisir. Alors, les trophées de l'innovation, bonsoir à tous déjà. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Merci d'être aussi nombreux. Je crois qu'on est plus de 600 ce soir, c'est ça, normalement. Donc, très bel événement organisé par la CRCC de Paris. Donc, autre actualité aussi, donc c'est en février dernier, les trophées de l'innovation. Alors, les trophées de l'innovation, la genèse de cet événement, donc c'est la commission innovation, avec à mes côtés donc, des élus qui ont mis ça en place. Donc c'est la première fois qu'on crée cet événement destiné en fait à récompenser les startups et mettre en avant le rôle du commissaire aux comptes, mettre en avant vraiment la marque commissaire aux comptes, montrer à tout l'écosystème que nous ne sommes pas seulement un tampon technique, mais qu'on peut aller au-delà. Donc nous étions à cette soirée plus de 200, c'était à l'Institut du monde arabe, et avec un jury vraiment d'exception, très complémentaire, très éclectique, composé de fonds d'investissement, de banques d'affaires, de commissaires aux comptes, bien sûr. Donc là, on voit à l'écran les élus de la SRCC, Annie Hadi, Vincent Hamou et également Maude Baudin, qui ont participé à cet événement. Nous avons donc récompensé des lauréats sur 3 trophées, le trophée export, le trophée performance, le trophée transparence. Et donc c'est une première édition, j'espère, qui donnera lieu à une deuxième. Voilà, pour faire rayonner la marque commissaire aux comptes auprès de tout cet écosystème. Voilà, et c'était concocté par la commission innovation que préside Sabrina. Tout à fait, voilà. Voilà, donc c'était un très très beau moment. Tu nous parles de TaxMatch? Oui, alors autre actualité aussi, donc TaxMatch, vous en avez entendu parler à plusieurs reprises. Donc c'est un outil d'aide au diagnostic fiscal. La nouveauté en fait sur TaxMatch, c'est que maintenant il est connecté au mémento fiscal des éditions Francis Lefebvre. Et donc, à vous de jouer pour aller au-delà de vos missions d'audit légal, pour proposer des missions de diagnostics fiscaux auprès des entreprises. Si vous avez des questions sur cet outil, si vous voulez tester l'outil, vous pouvez contacter notre super chef de projet, Pierre Parésis, qui sera ravi de vous accompagner sur le onboarding de cet outil concocté par la CRCC de Paris. En collaboration avec Francis Lefebvre, le cabinet Francis Lefebvre. Tout ça pour dire qu'avant, TaxMatch était connecté avec le Navis, qui est un outil très performant, mais que peu d'entre nous possèdent.
Comme l'a rappelé Sabrina, aujourd'hui, si beaucoup n'ont pas le NAVIS, il y en a quand même beaucoup qui ont quand même le memento fiscal. Aujourd'hui, vous avez toutes les références pour pouvoir le suivre et avoir votre connexion directe avec le memento. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a 2 mises à jour par an. Et puis, bien évidemment, ce soir, c'est un focus sur l'actualité qui est organisé pour les commissaires aux comptes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on fait aussi des missions d'expertise comptable et la fiscalité. Bien évidemment, on peut aussi mener des missions fiscales avec la casquette d'expert comptable. TaxMatch n'est pas réservé que pour les missions de commissariat aux comptes. Ça permet de faire une revue fiscale dans tous les domaines, sur tous nos dossiers, faire des missions spécifiques fiscales, mais aussi de faire une revue peut-être pendant le mandat qui dure 6 ans. Mais sur vos missions d'expertise comptable, cet outil, bien évidemment, peut être aussi utilisé. Voilà, pour parler de TaxMatch. Allez, je vais vous parler de SupExpertise. Donc, SupExpertise, vous en avez entendu parler pour beaucoup d'entre vous, du moins les franciliens. C'est la réunion de ce qui était l'ASFOREF, qui est notre institut régional de formation. Sabrina, tu as été présidente de l'ASFOREF. Dans une ancienne vie, tu étais présidente de l'ASFOREF. Cécile de Saint-Michel, la présidente du Conseil national, a été présidente aussi de l'ASFOREF. Et puis d'un centre d'apprentissage, la CE, qui était le plus gros centre d'apprentissage en région parisienne destiné aux experts comptables, sur lequel l'Ordre s'est rapproché. Et nous avons fusionné ces 2 institutions. Mais bien évidemment, on a voulu donner une nouvelle dynamique et on a un projet qui est très très ambitieux. Ce projet, c'est en fait réunir toutes les institutions franciliennes, et ça y est, c'est réussi, sur un projet global, formation initiale, formation continue pour nous. On a dit tout à l'heure que les obligations de formation étaient importantes. Pour nos collaborateurs, c'est très très important. Pour nos stagiaires, c'est important. Et bien évidemment, on a besoin de cet outil pour toute la profession francilienne. Alors vous savez, la CRCC de Paris, elle a un certain contour, et puis la CRCC de Versailles est à côté, donc quand on est des fois aux frontières du périphérique, on part d'une CRCC à l'autre. Tout ça n'avait pas beaucoup de sens, de faire des formations qui n'étaient pas communes. Eh bien, aujourd'hui, les 2 CRCC franciliennes, plus bien évidemment l'Ordre des experts comptables, ont la même école de formation, SupExpertise. Et la SupExpertise, on a véritablement envie d'aller vers l'excellence, hein, donc d'emmener cette école très très loin. Alors déjà, au niveau des actions, 350 actions de formation proposées pour répondre à la profession, c'était ce que faisait l'ASFO avant. On a quand même aussi des formations qui sont courtes en comptabilité, révision, fiscalité juridique, exercice professionnel, doctrine, audit, social, enfin à peu près tous les domaines. On a des parcours certifiants et diplômants. On a des parcours uniques pour accompagner la transformation des métiers en cabinet. Vous savez, 2024, c'est demain, hein, la facture électronique. On a des collabs qui, bien évidemment, va falloir essayer de les faire évoluer vers autre chose. Et c'est important de les aider dans ce processus de transformation. Alors après, on a tous les formats donc, qui sont déclinés, bien évidemment du présentiel. On va vous parler d'un magnifique campus que nous avons acquis à Courbevoie, les classes virtuelles, le e-learning, et puis 250 animateurs. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important. Et puis on a bien évidemment aussi, à côté de ça, la formation initiale. Alors peut-être certains veulent savoir un peu le parcours que l'on a sur les formations initiales. Qu'est-ce que c'est que SupExpertise aujourd'hui sur l'offre de formation initiale? Si on peut mettre juste ça, là, vous avez la vidéo en même temps d'inauguration qui était fin janvier que nous avons eu à Courbevoie. Vous allez pouvoir découvrir ce magnifique campus où vous allez voir les institutions, enfin on ne vous a pas mis le son, mais toutes les institutions étaient réunies. Laurent Benoudis, l'ancien président de l'Ordre de Paris-Île-de-France, que voilà, qui donc lui a été à l'initiative de ce projet. Il faut dire que Laurent a été très porteur dans ce projet. La nouvelle présidente de l'Ordre, Cécile de Saint-Michel, mon ami Philippe Vincent, qui est président de la CRCC de Versailles, Virginie Roitman, la présidente de l'Ordre, et puis moi-même. Donc autant dire que les institutions étaient toutes regroupées sur ce magnifique campus. C'est une belle école. J'espère que
pour nos amis parisiens, dans un premier temps, vous aurez l'occasion d'y aller pour découvrir ces beaux locaux à Courbevoie, vraiment au pied de la Défense, dans un très très beau campus. En plus de ça, on est très fiers parce que nous, on a fait l'acquisition de ce campus. Alors ça, c'est l'acquisition par la CRCC de Paris et l'Ordre de Paris. Mais on paye moins cher, voyez-vous, d'emprunt que de loyer de ce qu'on avait avant. Et on a fait des très très beaux travaux. Et quand on veut avoir des prix, quand on connaît les prix parisiens, nous, on était rendus à peu près à 6 000 € du mètre. Donc autant dire qu'on a fait une belle acquisition sur ce campus et qu'on est très heureux d'y être. Alors à l'intérieur, je dirais sur la formation initiale, je voulais vous en parler. Alors évidemment, vous savez, ça a un peu changé les termes de formation. On a les masters E, on a les bachelors, on a bien évidemment aussi les buts, puisque les DUT ont été remplacés en buts. Voilà, donc vous avez toute une offre que vous pouvez voir bien évidemment sur le site internet de Supexpertise. Je ne vais pas tout vous décliner comme ça, parce que c'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais tout ça pour vous dire que des étudiants, il y en a, va y avoir à peu près à la rentrée prochaine, on vise les 800 alternants, donc vous voyez, 800, ça irrigue quand même bien le marché parisien. Et puis pour la partie formation continue dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien évidemment, ces formations-là, c'est aussi celles que l'on peut diffuser aussi directement dans les cabinets. Quand on souhaite le faire, on peut le faire in situ. Et puis, on peut le faire aussi pour nos amis des Antilles, parce qu'on va faire des formations aussi dans le cadre d'expertise. Voilà pour Supex. Bon, alors, des dates. Voilà, pour terminer cette partie sur l'actualité de la CRCC de Paris, quelques événements à venir et échéances qui arrivent aussi dans les semaines qui viennent. Alors, bon, la première des dates, Vincent Régnier vous en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la date de fin des déclarations de formation fixée au 31 mars, donc c'est-à-dire la semaine prochaine ou dans 15 jours, rapidement. Voilà. Un autre événement, alors simplement pour vous en dire un petit mot rapide, moi j'ai la chance d'animer la commission attractivité de la CRCC de Paris avec une équipe vraiment très dynamique composée de confrères de la CRCC de Paris, mais également de jeunes du CJEC et de l'Annexe. Donc on a déjà été à la rencontre depuis début janvier d'à peu près une quinzaine d'écoles qui préparent au Master CCA ou au DSCG. Alors ces jeunes, on les a invités à participer à un concours qu'on organise. On leur demande de faire une petite vidéo en 2 minutes avec une thématique qui a expliqué qu'est-ce qu'un auditeur légal à votre grand-mère. Ça se veut être un petit peu ludique et une fois qu'on aura reçu ces vidéos, on va en sélectionner les 3 meilleurs et tous les participants vont être invités à participer à une grande soirée de remise des prix qui sera cette année au Salon Hoche. L'année dernière, c'était sur une péniche, c'est quelques images que vous avez vues avant. Et donc, c'est un événement qui va rassembler 400 jeunes et nous, notre objectif, évidemment, c'est leur passer 2 messages, qu'on fait un métier formidable, celui de commissaire aux comptes, et puis venez faire de l'audit dans nos cabinets parisiens. Sur l'événement suivant, alors c'est plutôt une échéance, alors attendez, on va continuer sur la suite. Non, c'est un événement, les Mémoires du futur, donc l'édition 2023. Là, à l'écran, vous avez le ministre du numérique de l'année dernière, Cédric O, qui était venu remettre les prix des meilleures mémoires, donc les mémoires qui portent sur un sujet de l'innovation dans le domaine du numérique. Donc on était absolument ravis de cet événement, n'est-ce pas Vincent? C'était vraiment chouette. Et on n'a pas le temps de vous décrire tout ça aujourd'hui, mais voilà, les participants ont une vie incroyable depuis l'année dernière. Ils ont une vie pas croyable. Vous avez vu Soukaïna, qu'on apercevait, elle a prêté serment au mois de février, on l'a vu en introduction tout à l'heure. Et en effet, ils ont une vie assez sympa depuis Mémoire des futurs. On recommence ça cette année, on va faire une très belle édition. Voilà, et normalement, on les emmène cette année, c'est à Las Vegas. Oui, c'est ça. Alors pas pour jouer, mais parce qu'il y a un pas pour jouer. Non, pas pour ça. Alors l'échéance suivante, alors là, donc l'échéance suivante, on est sur la déclaration et le paiement des cotisations, donc fixé au 30 avril cette année. Attention, pour le H3C, les déclarations, c'est le 31 mars. Donc c'est avancé par rapport à la CNCC. Voilà, c'est un calendrier un peu différencié. Et les amendes sont incontournables. Quand vous dépassez, alors d'abord, ce n'est pas le 31 mars, je me permets de te corriger, Camille, c'est le 30. 30 mars. C'est le 30 mars. C'est là. Non, parce que le H3C essaye de nous piéger, vous voyez. Donc là, il y a des amendes si on ne déclare pas. Donc il faut vraiment respecter les dates. Là, faites-le, vous devez déclarer vos mandats au H3C. Le règlement, c'est après, mais la déclaration, c'est le 30 mars. Et voilà.
Donc les deux événements suivants, le premier, c'est la journée annuelle de la CRCC de Paris, la journée de juillet, donc là, cette fois-ci, qui se tiendra en présentiel, hein, pendant 8 heures de formation qui seront homologuées selon notre ancienne terminologie. Donc c'est un événement totalement gratuit, hein, on vous invite évidemment à y participer, à noter la date dès à présent du 6 juillet. On vous enverra un lien d'inscription très rapidement dans les jours qui viennent, avec la thématique aussi qu'on va vous présenter à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, on sera vraiment ravis de vous retrouver à ce moment-là. L'événement suivant, c'est une institution, hein, nos universités d'été. Vous pouvez noter le calendrier également. Ça sera du 5 au 7 septembre cette année au Palais des Congrès, comme l'année dernière. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Voilà, suivez-nous sur les différents réseaux. Voilà, écoutez, juste, on va avoir maintenant la transition, je veux dire, on va attaquer l'actualité technique. Et puis moi, je vais céder ma place à Marine Julien, hein, qui est notre trésorière, hein, celle qui s'occupe de nos sous, mais surtout fait partie du bureau de la CRCC de Paris et qui va vous rejoindre, Sabrina et Camille, pour parler actualité technique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alors, sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet de notre présentation de ce soir, hein, la présentation de l'actualité technique. Donc nous trois, on va vous parler de l'actualité normative et juridique. Alors vous avez à l'écran un sommaire que je ne vais pas vous détailler tout de suite, on veut un peu ménager nos effets, donc vous verrez ça au fur et à mesure de notre présentation. Alors évidemment, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de tous ces différents points parce qu'on n'aurait pas le temps de le traiter ce soir. En revanche, vous aurez évidemment ce support une fois qu'on aura terminé notre présentation qui vous sera adressée par mail et vous allez retrouver toutes les références réglementaires et vous pourrez aller consulter les différents points qui vous intéresseront le plus parmi ce qu'on va vous présenter de manière assez synthétique ce soir. Alors, pour commencer, un sujet qu'on attendait depuis 2 ans, nos nouvelles normes de déontologie qui visent à sécuriser les interventions du commissaire aux comptes. Alors, ces 2 normes, la première, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle l'application des principes fondamentaux du comportement, donc du commissaire aux comptes. Et la deuxième, elle porte sur la mise en œuvre de l'approche risque-sauvegarde. Alors, ça, ce sont des normes qui ont été annoncées il y a 2 ans, qui ne sont pas encore publiées, ça ne saurait tarder dans les jours qui viennent, a priori. Donc, à ma connaissance, personne n'a encore présenté ces normes, donc vous êtes là dans une exclusivité mondiale, messieurs, dames. Alors, on a pensé à vous faire, on va vous présenter la genèse de ces normes, hein, parce que c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient. Bon, je pense que vous vous souvenez de la loi Pacte, hein, à l'époque, qui avait, au-delà du rehaussement des seuils, avait aussi supprimé la liste des services interdits qui figurait dans notre code de déontologie. Donc, à la suite de cette loi Pacte, était entré en vigueur un code de déontologie qui en tirait toutes les conséquences le 25 mars 2020. Alors évidemment, on avait à l'époque eu la suppression de ces services interdits et du coup on était rentré dans une espèce de phase un petit peu trouble, je n'oserais dire un Far West, pendant laquelle on se demandait si on pouvait accepter une mission de commissaire aux apports alors qu'on était qu'acte de l'entité, si les mesures de sauvegarde consistant à demander à son associé de signaler à sa place étaient suffisantes. Enfin, ça avait été une période un petit peu compliquée jusque finalement la publication d'une FAQ par la CEP en avril 2021 qui là, a fixé un certain nombre de règles et qui a fixé un cadre qui est toujours d'actualité évidemment, mais il se posait encore un certain nombre de questions pour nous en matière d'appréciation de ce risque et de mesures de sauvegarde qu'on était susceptibles de mettre en place. Et donc on attendait quand même quelques précisions de notre régulateur. Et alors il se trouve que quand on a fait une manifestation au mois de juillet 2021, bientôt 2 ans, la présidente du H3C nous a annoncé à ce moment-là la publication à venir de 2 normes de déontologie. Alors c'est nouveau, hein, ça n'existait pas, des normes de déontologie dans notre profession aujourd'hui. Donc on a attendu un petit peu, les débuts des travaux en septembre 2001, ça a commencé, il y a eu des échanges avec la compagnie, etc. En juin 2022, une première norme a été présentée au Conseil national, alors qui a émis un avis négatif à l'unanimité de ses membres, on verra pour quelle raison. Et puis, alors dans une version modifiée, ces 2 normes ont été présentées au Conseil national le 17 février dernier, qui, pour le coup, a émis un avis positif. Et donc, à ce stade, les 2 normes qu'on va vous présenter ce soir, qui pourraient être encore amendées à la marge, mais a priori, ça ne devrait pas être le cas, ces 2 normes vont être publiées dans les tout prochains jours. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre notamment les publications sur le site du H3C. Alors,
Petite parenthèse préalable, pourquoi est-ce que le Conseil national avait émis cet avis négatif? Alors là, ce qui vous est présenté à l'écran, c'est un peu bizarre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce texte barré nous présente un brouillon? Non, non, c'est pas ça. Donc là, en fait, quel était le sujet du débat? C'était surtout sur la partie relative à l'impartialité du commissaire aux comptes, où on avait une norme qui nous écrivait que le commissaire aux comptes devait veiller à mettre à l'abri, notamment, toute passion ou préférence, et que pour cela, il devait établir une distance non seulement par rapport aux influences extérieures, mais également par rapport à sa propre pensée ou à ses croyances. Alors c'est une formulation qui n'avait pas manqué d'interroger les membres du Conseil national, et donc c'est à la suite de cet avis défavorable que le H3C a revu sa rédaction, et les parties qui sont surlignées en bleu sont celles qui perdurent dans la norme qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux normes? Alors, il faut se souvenir que dans son programme pour 2021, la commission paritaire du H3C avait eu pour objectif de publier des normes qui allaient permettre de définir des principes de mise en œuvre opérationnelle. Alors, on a mis en titre, en gros, en haut, qu'on était un petit peu déçus. Alors pourquoi est-ce qu'on est déçus? C'est parce que vous verrez à la lecture de ces normes que finalement elles ne nous paraissent pas nécessairement très opérationnelles, mais beaucoup plus théoriques, parce qu'elles rappellent un certain nombre de principes sans nécessairement décrire de cas concrets qu'on peut nous rencontrer tous les jours sur le terrain. Alors ces deux normes, qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent toutes les deux évidemment les commissaires aux comptes, qui exercent ès-qualité, c'est-à-dire vous faites une mission, une prestation pour un client dont vous êtes le CAC ou un client pour lequel vous faites une prestation mais un client dont vous n'êtes pas le commissaire aux comptes. Enfin bref, toutes vos interventions en tant que commissaire aux comptes, donc quelle que soit la mission ou la prestation que vous pouvez réaliser. Alors, la première norme sur l'application des principes fondamentaux, vous allez voir qu'en réalité, elle va surtout préciser ce qui est écrit dans notre code de déontologie. On va y revenir dans une seconde. La seconde, elle vise la mise en œuvre de l'approche risque-sauvegarde. Elle présente une méthode d'analyse des faits et circonstances qui caractérise une situation à risque, et elle détaille aussi la démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à l'indépendance. C'est assez théorique, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Alors, par exemple, sur la première norme, celle qui porte sur les modalités d'application des principes fondamentaux qui s'appliquent aux commissaires aux comptes. Vous avez dans la déclinaison des principes fondamentaux, une analyse de chacun des fondamentaux du commissaire aux comptes. L'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, etc. Alors, pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais vous dire par exemple sur l'intégrité. Sur l'intégrité, vous avez une explication de texte. Vous avez une norme qui vous dit que les exigences d'honnêteté et de droiture du commissaire aux comptes commandent que vous ne commettiez pas de faits sanctionnés pénalement, tels que la fraude fiscale, pas vraiment une surprise, que vous n'utilisez pas dans votre intérêt personnel les informations confidentielles dont vous pourriez avoir eu connaissance à l'occasion de l'exercice de votre mission, c'est pas vraiment une surprise non plus. Après, il va être écrit par exemple que le commissaire aux comptes maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui pourraient s'avérer différentes des siennes. Donc là, ça interroge un petit peu plus, parce que certes, on le comprend, mais c'est un peu surprenant de l'avoir écrit de cette manière-là. Et alors, vous avez 7 points comme ça qui nous disent voilà, ce que doit faire ou ne pas faire un commissaire aux comptes pour qu'on puisse considérer qu'il est bien intègre. Donc c'est un peu surprenant de voir ce commentaire de texte, mais c'est à ça que ressemble cette première norme. Et alors, en particulier, cette norme, elle insiste aussi sur un point d'importance, qui est de dire que pour apprécier l'intégralité et l'indépendance du commissaire aux comptes, il faut l'apprécier en réalité, mais aussi en apparence. Alors, ce n'est pas nouveau, ça existait déjà dans le code de déontologie. Et alors que cette appréciation, elle doit aussi être... c'est une appréciation qui est donnée aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, même s'il n'a pas d'intérêt particulier voilà, dans l'entreprise que vous auditez. Donc c'est un petit peu particulier, je vous renverrai à la définition du tiers objectif quand vous aurez les normes, mais ça interroge là aussi un petit peu dans cet aspect rédactionnel. La seconde norme, sur la mise en œuvre de l'approche risque et sauvegarde, alors, je ne vous détaille pas la structure, vous irez voir la norme quand elle sera publiée certainement la semaine prochaine. Alors, cette norme-là, eh ben, pour le coup, elle a aussi pour objectif d'apprécier si, aux yeux d'un tiers objectif raisonnable et informé, eh bien, la prestation que vous envisagez ou la mission que vous envisagez
elle va bien être réalisée de manière indépendante et impartiale. Donc là, on a toutes les modalités d'application sur la prise de connaissance des faits et circonstances, l'analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque, ou encore le traitement de cette situation à risque. Et notamment, il vous est... alors là, c'est un point qui n'est pas une surprise, parce qu'on nous dit, pour apprécier votre indépendance, vous allez regarder les liens que vous pouvez avoir, les liens personnels, financiers ou professionnels que vous avez ou que vous pourriez avoir avec l'entité pour laquelle vous êtes appelé à faire une mission ou une prestation. Rien de nouveau. Ce qui interroge un petit peu, c'est que la norme nous dit que les liens personnels ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32-1 du Code de déontologie. Donc cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous avez un lien personnel avec... constituer un lien personnel entre l'ascendant et le descendant, entre les collatéraux de premier degré et entre les conjoints, si vous voulez. Mais la norme, elle dit que ça ne se limite pas à ça. Alors on se dit, oui, mais alors, elle vise qui cette norme? Eh bien, la norme ne le précise pas. Et quand on sait que notre indépendance doit être appréciée notamment aux yeux d'un tiers, on se dit, oui, mais alors, par exemple, est-ce qu'un tiers peut considérer que, parce que je connais par ailleurs un de mes clients, je n'aurais pas mon indépendance qui serait... cette indépendance pourrait être remise en question. En fait, ça interroge, et ce dont on a besoin, après la publication de cette norme, c'est d'un commentaire, du texte, puisque cette norme n'est jamais qu'un commentaire de notre code de déontologie. Enfin, si vous voulez, on a le sentiment que cette norme, qui devait répondre à un certain nombre de questions, finalement, nous en fait poser de nouvelles de questions. Donc pour terminer, ça c'est un schéma qui est proposé par la CNCC, qui est finalement une lecture de cette seconde norme. Comment est-ce qu'un CAC a-t-il identifié une mesure de sauvegarde appropriée? Donc c'est un arbre de décision, je ne vais pas vous lire ici, qui est très théorique, qui n'apporte à mon sens pas de nouveauté par rapport à ce qu'a déjà pu nous dire la CEP dans la FAQ publiée en avril 2021. Donc encore une fois, je pense qu'on aura besoin d'éléments de doctrine une fois que ces deux normes auront été publiées. Et donc maintenant, on va vous parler d'une situation qu'on espère tous ne jamais connaître, donc le relèvement du commissaire aux comptes. Donc c'est un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 4 janvier 2023, où le cas était qu'un client a demandé le relèvement de son commissaire aux comptes parce qu'il n'était pas d'accord sur le montant des honoraires qui avaient été convenus dans le cadre de la mission de certification. Donc, le client a saisi le tribunal de commerce qui a rendu une décision qui n'était pas en faveur du client. Donc, le client a saisi la cour d'appel et qui a considéré que le relèvement n'avait pas lieu d'être parce que c'était une procédure qui relevait de la conciliation et qui devait être renvoyée devant le président de la CRCC compétente. Donc le client a saisi la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel en question parce que la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel aurait dû s'interroger et se demander si le commissaire aux comptes n'avait pas cherché à induire son client en erreur en affirmant que les honoraires étaient soumis à un barème alors qu'il faut avoir en tête que la vacation horaire est librement négociable. Donc dans ce cas, le relèvement serait possible pour défaut de probité du commissaire aux comptes. Et c'est là où on tient à attirer votre attention, et c'est ce qui a été souligné par la Cour de cassation. Donc il y a bien une distinction entre l'article R823-12 du Code de commerce qui prévoit effectivement qu'il y a un barème d'heures qui est applicable à la mission du commissaire aux comptes, mais il y a aussi l'article R823-15 qui prévoit que le montant de la vacation horaire, elle est déterminé d'un commun accord entre le client, la personne contrôlée, et le ou les commissaires aux comptes. Donc voilà, donc je passe la parole à Sabrina. Merci Marine pour cet éclairage fort intéressant que l'on peut rencontrer dans le cadre de nos missions lorsqu'on fait une cotation. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui donc des nouveautés en matière d'actualité sur le commissariat aux apports à la fusion et ce qui a été mis en œuvre au sein de nos institutions, nos instances, donc pour améliorer les bonnes pratiques. Alors tout d'abord, le guide pratique de l'évaluation des startups qui a été publié tout récemment à la commission évaluation de la CNCC dont je fais partie. Donc ce guide en fait vraiment consacre une méthodologie pour évaluer les startups innovantes. On a vu pendant ces années Covid des valorisations très importantes avec des multiples d'EBITDA incroyables. Et c'est vrai qu'en tout cas pour les startups, on n'avait pas vraiment de guide méthodologique qui encadrait l'évaluation des startups.
Donc, je vous invite à le télécharger sur le site de la CNCC. Il est vraiment très très bien fait, en 4 parties, avec bien sûr en première partie la conduite d'un diagnostic stratégique qui est le préalable à toute évaluation, mais là qui est vraiment orienté société innovante, start-up. Dans une deuxième partie, donc, on aborde bien sûr la partie du business plan, qui est vraiment un élément clé dans l'évaluation des startups, et comment mener l'examen critique de ce business plan qui est vraiment l'élément clé pour l'évaluation des startups. Dans la partie 3, donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'évaluation des startups avec des approches un petit peu différentes des approches traditionnelles. Et dans la partie 4, ça c'est toujours un petit peu récurrent, on met en avant les 10 risques d'erreur dans l'évaluation, mais là vraiment dans le cadre des startups. Donc on rappelle dans ce guide bien sûr qu'est-ce qu'une start-up innovante. C'est en fait une entreprise qui n'est pas encore rentrée dans sa phase d'industrialisation de son projet de développement. Et donc, comme je le disais précédemment, vraiment, on met en œuvre des approches prospectives d'évaluation qui s'écartent des méthodes traditionnelles avec vraiment des méthodes. Alors là, je vous cite la méthode Berkus, mais il y en a d'autres. Donc vraiment, je vous invite, je ne pourrais pas, on n'a pas le temps, je ne pourrais pas développer ce soir, mais je vous invite à télécharger ce guide. Autre actualité doctrinale, donc on a enrichi le guide du commissariat aux apports et à la fusion, avec une fiche numéro 1 qui va porter sur l'apport partiel d'actifs. Donc cette fiche numéro 1 précise qu'en cas d'apport partiel d'actifs, donc il est important bien sûr que l'opération soit soumise d'un commun accord, et donc si vous souhaitez que cet apport partiel d'actifs s'inscrive dans l'opération des scissions, il y a des conditions à respecter, notamment l'application. Donc, il faut que ça se passe entre sociétés par action. Donc ça, c'est vraiment le préalable. Ça conforte en fait la loi solide de 2019 qui avait clarifié ces conditions. Mais là, donc, dans cette fiche, c'est développé plus en avant. Et il faut également que la totalité des actions représente la totalité du capital de la filiale. Donc voilà pour ces 2 fiches thématiques qui enrichissent le guide du commissaire aux apports à la fusion. Et il est encore possible que ce guide soit enrichi, puisqu'il date un petit peu, et voilà, donc ça manque un petit peu à nos pratiques professionnelles. Nous avons également donc une deuxième fiche qui aborde donc le périmètre d'intervention des commissaires aux comptes et la différenciation entre ce qui relève du commissaire aux comptes, aux apports et à la fusion, dans quel cadre on doit intervenir et dans quel cadre on n'intervient pas. Donc ça, c'est des choses qu'on avait présentées pas mal aux universités d'été, mais là, c'est vraiment encadré dans cette fiche et ça s'inscrit vraiment maintenant dans le guide apports et fusion. Et je vous invite aussi à découvrir cette fiche. Voilà, donc pour la partie apports et fusion. Merci Sabrina, ça donne envie d'aller voir tout ça. Alors un mot vraiment très rapide pour vous dire qu'un guide de l'appel à la générosité du public vient de sortir, ça date du mois de janvier, donc ce n'est pas un guide qui est établi par la CNCC, c'est un guide qui est établi par le secrétariat d'État concerné, mais avec l'appui de la CNCC, donc sur certaines notions qui vont nous intéresser directement en tant que commissaire aux comptes. Donc c'est un guide qui va rappeler un certain nombre de définitions, et notamment les notions d'appel, de générosité et de public visé, d'où l'AGP. Et donc également, il va nous être rappelé la nature des ressources et des conditions de collecte à partir desquelles on doit établir un compte d'emploi des ressources, ce document étant à auditer, évidemment, en tant que commissaire aux comptes. Ça fait partie intégrante des comptes annuels qui sont joints à notre rapport de certification. Donc là, on vous a fait un petit focus sur le guide des missions de diagnostic qui a été publié par la CNCC. Donc en décembre 2022, et c'était d'ailleurs une des conférences et des ateliers aux dernières assises qui avaient lieu à Rennes. Donc on vous rappelle rapidement ce qu'est un diagnostic. Donc en tant que commissaire aux comptes, dans le cadre de nos missions légales, on est amené à se poser des questions quand on prend connaissance de l'entreprise. Et bien là, soit en tant que commissaire aux comptes, soit en tant qu'un commissaire aux comptes parmi tant d'autres, on peut être amené à vendre ses missions. C'est un levier de diversification des missions pour le commissaire aux comptes. Donc là, pas de surprise. Un diagnostic, c'est quoi? C'est on identifie les forces et les faiblesses, on relève les opportunités et les menaces, et ensuite, on fait une synthèse et on présente des recommandations afin de pallier justement aux faiblesses
et d'anticiper les risques potentiels. L'objectif, c'est quoi? C'est soit d'apprécier la conformité à un dispositif, à des référentiels dans le cadre d'un diagnostic de conformité. Ça peut être aussi apprécier l'efficacité d'un processus ou d'un dispositif dans le cadre du diagnostic d'efficacité tel qu'il est décrit dans le guide, ou ça peut être tout simplement l'évaluation d'une situation de l'entité. Donc, et ça, c'est prévu dans les autres diagnostics qui sont présentés dans ce guide. Donc, on vous rappelle ici le cadre légal. On parle de services ou de prestations quand on intervient sur ce type de mission. Donc, on vous a rappelé les articles. Et ici, pareil, c'est un beau tableau de synthèse que vous retrouverez en page 6 du guide du diagnostic, où on vous présente la cartographie, je dirais, des missions. Et tout à droite, vous retrouvez la position du diagnostic. Donc, c'est une mission qui est sans assurance. Et, in fine, le rapport est un rapport qui est détaillé avec des constats, des recommandations. Il faut faire attention, ce n'est ni un rapport d'opinion, ni un rapport d'examen limité. Donc, maintenant, on va faire un test et on va voir si vous avez bien écouté. Attention, vous avez 20 secondes pour répondre. Alors, à votre avis, le diagnostic se conclut par l'établissement d'un rapport détaillé et ne peut donner lieu à l'expression d'une opinion d'audit ou à une conclusion d'examen limité. Alors là, je dirais, si vous n'avez pas écouté, je vais être très vexée. Donc, c'est vrai ou faux? Donc, vous avez 20 secondes. Allez-y. Je compte sur vous. J'espère qu'il y aura 100% de réponses bonnes. Sinon, il faudra recommencer la copie. Bon, en live, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est pas évident. Mais bon, on va voir du coup. On compte sur vous. Surtout, on va voir si vous êtes tous, si vous suivez tous là, si vous n'êtes pas en train de travailler sur d'autres sujets. Ouais, parce qu'on n'est pas au milieu de la saison là. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est calme, on s'ennuie. Encore quelques secondes, il faut se dépêcher. On compte sur vous. Alors, en régie, on est à combien de réponses? 91% de bonnes réponses. Bravo. Ah ouais, bravo. Bravo à vous. Top. Donc maintenant, place à la taxonomie. Alors, taxonomie, DPEF et CSRD, donc ce sont vraiment des sujets d'actualité qui vont nous concerner, qui vont concerner les commissaires aux comptes à compter du 1er janvier 2023. Donc, DPEF, c'est la déclaration de performance extra-financière qui est applicable aux sociétés. Alors, sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dépassant donc les seuils de 20 millions d'euros de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 salariés, et dont les sociétés, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, avec des seuils plus importants forcément, 5 millions de total bilan et de montant net de chiffre d'affaires, très important, et 500 salariés. Alors ces informations, en fait, pour ces sociétés qui seront concernées, devront être incluses dans le rapport de gestion. On va voir plus tard donc quels sont les types d'informations, et devront être intégrées aux vérifications spécifiques du CAC. Voilà, donc ça s'inscrit dans la NEP 9510 relative aux vérifications spécifiques. Donc ça va être une nouveauté, il va falloir s'acculturer à toute cette démarche de durabilité. En matière de transposition, donc à compter du 1er janvier 2024, la DPEF sera remplacée par la CSRD, voilà. Et cette directive va être adoptée progressivement par la Commission européenne. Alors, au niveau des normes transsectorielles, le 30 juin 2023, et au niveau des normes sectorielles, au plus tard, le 30 juin 2024. Donc là, vous avez un calendrier plus détaillé en fonction de la forme des sociétés et également donc, des différents seuils. Je ne vais pas vous les décrire, mais vous aurez le support à loisir pour regarder dans quelle mesure les sociétés que vous auditez seront concernées. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est de comprendre en fait, ce que les sociétés devront rapporter, notamment dans le rapport de gestion. Donc, elles devront préciser les informations qui permettent de comprendre les incidences sur les questions de durabilité et aussi les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, sur les résultats de l'entreprise et la situation de l'entreprise.
Donc les entreprises devront se fixer des objectifs, des échéances, voilà, en matière donc de durabilité, donc objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et devront également donc, définir le rôle de leurs organes de direction, du conseil d'administration ou conseil de surveillance, et bien sûr donc élaborer donc, toutes les expertises et compétences pour déterminer les différents rôles de chacun. Et bien entendu, définir la politique sur toutes ces questions de durabilité. Passionnant. Et donc là, maintenant, toujours dans la logique environnement, si j'ose dire, mais pas trop quand même, on va parler de la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité liés à la guerre en Ukraine. Donc, vous le savez, vous l'avez peut-être oublié, il y a eu un décret en juillet 2022 qui a institué justement une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement des gaz naturels et d'électricité. Il y a eu un décret en décembre 2022 qui est venu modifier ce décret de juillet et qui notamment avait deux objectifs. D'abord, prolonger le dispositif jusqu'en décembre 2023 et ensuite simplifier ou renforcer certaines dispositions. En termes de simplification, donc pour l'aide qui est plafonnée à 4 millions d'euros, il n'y a plus besoin de joindre l'attestation du commissaire aux comptes. À l'inverse, pour les aides dont les régimes d'aide sont plafonnés à 50 ou à 150 millions d'euros au niveau du groupe, là, il y a toujours l'obligation de joindre l'attestation du commissaire aux comptes. Et pour mémoire, les critères d'éligibilité à cette aide ont été simplifiés en novembre 2022. Donc ça permet d'aider plus efficacement les entreprises touchées par la crise énergétique. Alors, une formation sur l'actualité normative ne serait pas une vraie formation si on ne vous parlait pas de la NI 5. Vous savez, notre note d'information préférée, celle qui compte, c'est 6 tomes et qui est relative à tout ce qui concerne les augmentations de capital et les interventions du CAC pour ce qui concerne les opérations au capital. Alors, après avoir mis à jour les tomes 1 et tome 4, la CNCC a procédé à la mise à jour des tomes 3 et 6. Alors le tome 1, c'était sur la réduction de capital. Le tome 4, c'était sur les émissions de valeurs mobilières au profit des salariés. Et les tomes 3 et 6 portent respectivement sur l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du DPS et le tome 6 sur les interventions du CAC dans le contexte de ces opérations au capital. Alors, pas de révolution. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que le tome 3 a intégré des évolutions qui résultaient d'une recodification du Code de commerce, recodification à droit constant, donc rien de nouveau sur le fond. Quant au point le plus intéressant, finalement, ces normes intègrent déjà, enfin ces tomes, pardon, et cette note d'information numéro 5 intègrent les modifications induites par la loi Pacte et la création des nouvelles missions de commissaire aux comptes ad hoc. Vous savez, ces fameuses missions pour lesquelles on est appelé à intervenir dans les sociétés sans commissaire aux comptes, mais dans les sociétés par action. Donc évidemment, tout ce qui n'est plus applicable a été enlevé, parce qu'avant il était écrit que le commissaire aux comptes n'avait pas à intervenir pour les sociétés par action sans CAC, ce qui n'est plus le cas désormais. Et ces tomes renvoient utilement à l'avis technique qui a un petit peu notre référence aujourd'hui, l'avis technique qui porte sur les missions relatives à ce type d'opération, qui a été publié en octobre 2019 et que vous allez retrouver sur le site de la compagnie. Alors c'est un peu dommage que les développements qui sont écrits, qu'on retrouve dans cet avis technique ne soient pas intégrés dans la norme directement, mais c'est simplement un renvoi à cet avis technique que vous allez retrouver. Alors qu'il s'agisse de l'avis technique précité ou des notes d'information actualisées ou des exemples de rapports, vous allez tout retrouver aujourd'hui sur le site de la compagnie qui est assez bien fait là pour le coup. Alors pour terminer, Marine, tu nous parles de quoi? En fait, non, c'est moi. C'est Sabrina. C'est moi. Je vous parle de l'audit du chiffre d'affaires, mais pas dans n'importe quel contexte. En fait, c'est lorsque l'entreprise externalise tout ou partie donc de ses fonctions, de ses activités notamment, et de son chiffre d'affaires. Alors ça peut concerner par exemple les associations, les fondations qui font appel à la générosité du public et qui ont recours à des plateformes de collecte de dons par exemple. Et donc quand on est commissaire aux comptes de ces boîtes-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Et donc le comité des normes professionnelles a publié une chronique le 25 octobre 2022 pour vraiment nous aider dans notre démarche d'audit, dans ce contexte-là bien particulier. Et l'idée, en fait, c'est bien sûr, toujours dans le cadre normatif,
de guider le commissaire aux comptes dans l'acceptation de sa mission, et puis donc bien sûr préciser que le CAC doit, dans le cadre de ses diligences, auditer le contrat entre l'entité auditée et l'entité source qui fournit la prestation, qu'il doit apprécier également que le chiffre d'affaires est à un niveau de risque approprié, et également donc, il doit étudier toutes les clauses du contrat et mener des tests de procédure ou des contrôles de substance. Donc voilà, donc cette démarche est sur le site de la CNCC si vous avez des sociétés que vous auditez dans ce cadre-là. Voilà pour l'actualité normative, juridique, qui était assez riche. On vous a donné toutes les sources d'infos. Bon, on n'a pas pu bien sûr tout développer, hein, donc on vous invite à aller sur le site et puis vous aurez l'ensemble du support. Et maintenant, place à l'actualité technique et comptable avec Jean-Charles Boucher, accompagné de notre cher président. Merci à tous. Merci. Merci. Là, on se retrouve juste avant de parler de l'actualité comptable. On se rend compte que le timing est un peu serré. Il est possible que l'on déborde. L'essentiel, c'est quand même de traiter à fond toutes les questions que l'on a ce soir. Alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui comptent énormément leur temps, on adaptera les attestations de présence à cette formation à 2h30 par rapport aux 2 heures si on dépasse de manière significative. Mais comme ça, je vais pouvoir laisser la parole à mon ami Jean-Charles. Alors, Jean-Charles, comme je lui ai dit tout à l'heure, c'est le pape des questions comptables. Jean-Charles, d'abord, il est élu avec nous à la CRCC de Paris, mais beaucoup le connaissent. Il est président de la commission des études comptables à la CNCC. Il sévit dans beaucoup de compagnies, membre de l'ANC, et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Donc moi, je vais être à côté de toi, puis je vais boire tes paroles. C'est gentil, Jean-Charles. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, j'ai l'occasion de participer à plusieurs conférences en région pour présenter ce panorama d'actualité comptable qui, vous allez le voir, est finalement assez riche, à la fois pour les sujets qui touchent les comptes 2022, mais aussi, et surtout, j'allais dire, les sujets en perspective qui vont aussi concerner les problématiques pour l'année prochaine, voire les années suivantes. Et à mon sens, il est important de bien les connaître pour pouvoir alerter nos clients et nos collaborateurs sur ces points de vigilance sur les prochaines clôtures. Alors, premier questionnement finalement, c'est encore, et j'allais dire, et toujours, les conséquences de la crise que nous vivons aujourd'hui. Après avoir passé un certain nombre d'inquiétudes et de questionnements et d'incertitudes surtout sur la crise sanitaire, nous voilà maintenant dans une phase de crise de guerre avec l'Ukraine. Comment allons-nous, dans ce contexte, évaluer les actifs et les passifs des entreprises et nous, professionnels comptables, auditer tout cela? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Un point d'alerte également que je voulais faire rapidement sur le compte personnel de formation sur lequel des enjeux arrivent petit à petit. C'est un texte qui date, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus d'actualité parce que certains contentieux existent de la part des salariés à l'égard de leur employeur. Et puis, je vous ferai également dans ce panorama pour les clôtures 2022 un retour que nous avons eu de la part de l'autorité des normes comptables sur des difficultés d'application du règlement sur les comptes consolidés en normes françaises, difficultés que nous avons analysées au sein de la commission des études comptables, mais pour lesquelles nous avons aussi sollicité l'autorité des normes comptables sur un certain nombre de sujets sur lesquels on ne pouvait pas conclure forcément, nous, au niveau de la compagnie nationale. Et puis pour terminer cette présentation, un bref message d'alerte sur des points de vigilance qui, vous allez le voir, concernent beaucoup les entreprises dans les années suivantes, qui vont suivre, et surtout leur système d'information et leur organisation. Alors, commençons déjà par ces sujets de guerre ukrainienne avec une petite question
que je voulais vous poser en préalable. À votre avis, est-ce que vous pensez que finalement ces conséquences comptables qui arrivent aujourd'hui ne concernent finalement que les comptes consolidés ou au contraire sont globalement similaires à ce qui pouvait se passer sur les sujets de crise sanitaire avec le Covid, ou enfin, est-ce que ces conséquences finalement comptables, ces conséquences financières, économiques, pourront être retracées dans les résultats exceptionnels de l'entreprise pour les exercices clos en 2022. Eh bien, là encore, vous avez 20 secondes pour donc répondre à l'une de ces 3 questions. Il y a une seule réponse possible. Alors là, c'est quelque chose de... Alors, on vous pose la question avant. Là. Avant, là, oui, cette fois-ci, voilà. C'est un peu après. Donc là, c'est pour pas voir si faire vous un avez petit suivi, sondage, voir pour si voir vous êtes bon. Oui, il est quand même beaucoup plus dur que Marine tout à l'heure. Et de faire le lien aussi avec ce qu'on a pu publier à l'époque sur la crise sanitaire, c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, donc il doit être lancé, là, le sondage. On est à quelques secondes encore. Une autre occasion d'attirer votre attention voilà, sur vous cette avez conférence. Ben, ça y est, je crois bien que tu as les réponses qui commencent à ça arrive, arriver. Ça voilà, ça arrive doucement. Oula. Je vais te les laisser les commenter, les conséquences comptables de la situation en Alors, Ukraine. est-ce que c'est bon? Les 20 secondes sont passées, c'est parfait. Alors effectivement, vous avez répondu seulement 16% sur la bonne réponse, c'est-à-dire en gros que les conséquences de cette crise devraient s'analyser de la même manière que celle du Covid. Mais surtout, et c'est là où je voudrais attirer votre attention, c'est que vous avez été majoritairement, non pardon, je vois les chiffres qui sont corrigés là effectivement, vous avez été la majorité à bien considérer que c'est une bonne réponse, effectivement, que vous avez considéré que les impacts étaient finalement à analyser de la même manière que ce qu'on a pu avoir à traiter au moment du Covid, et que peu d'entre vous ont considéré que ça ne concernait bien sûr que les comptes consolidés, ça concerne tous les comptes et ça concerne toutes les entreprises. Alors, de quoi s'agit-il concrètement et brièvement, puisque vous l'avez bien compris, il va falloir se repositionner dans la même analyse, dans la même situation qu'on avait eu à connaître avec la crise sanitaire. Eh bien, c'est tous les sujets autour de la dépréciation des actifs, bien sûr, une activité qui est directement impactée par ces pays et cette crise ukrainienne en Russie ou Biélorussie ou Ukraine. Si l'entreprise a des actifs dans cette région, ou dans sa filiale, bien évidemment, doit en tirer les conséquences. De la même manière, une entreprise qui a des clients ou des fournisseurs installés dans ces régions va évidemment devoir traiter ces problématiques, ces incertitudes sur ses stocks et ses créances. Ou encore, toutes les problématiques, si l'entreprise est vraiment concernée par ces impacts, vont jouer sur son résultat, sa performance, et ça va créer aussi une certaine tension dans les négociations avec les banques, notamment si l'entreprise a signé des clauses de défaut dans le cadre de ses contrats. Et enfin, on va avoir des sujets de trésorerie qui vont bien sûr être impactés pour des difficultés de rapatriement de trésorerie, mais aussi de rentabilité de certains contrats à long terme si l'entreprise a des gros contrats avec certaines entités situées dans ces pays ou des entités, encore une fois, qui sont impactées, elles, directement par l'entreprise, par la crise. Donc ça, c'est vraiment une situation de fait à connaître et à évaluer au cas par cas. Donc tout ça pour vous dire qu'on est face à beaucoup d'incertitudes, de pression. Le marché est affecté, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois. L'inflation arrivant, tout le monde est concerné. Les taux d'intérêt augmentent, le prix des matières premières augmente aussi, les délais de transport sont affectés. Bref, on a un certain nombre de difficultés, d'incertitudes, et surtout incertitudes pour savoir combien de temps ça va durer. Personne ne sait jusqu'à présent quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Donc quand on va faire des tests de valeur sur les actifs, ça va être compliqué de savoir quelle projection on va pouvoir donner à la rentabilité de telle et telle activité. De la même manière, ça va être compliqué de savoir quel est le prix de vente final de mon stock que je vais pouvoir écouler dans le temps en raison de cette crise et des clients qui vont subir aussi cette difficulté économique. Bref, tout ceci va générer finalement une prise en compte d'hypothèses pour évaluer ces actifs et ces passifs qu'il va falloir, et ça c'est très important, indiquer en annexe pour expliquer, parce que vous et moi, on n'est pas Madame Irma, on est incapable de savoir comment tout ça va se dénouer dans le temps.
et il est important de bien expliquer ce qu'on va mettre comme hypothèse dans l'annexe pour évaluer ses actifs et ses passifs, et potentiellement, si les mauvaises nouvelles arrivent, quels sont les risques que j'ai sur ma situation et ma continuité d'exploitation. Donc une annexe cette année très importante, comme elle l'a été d'ailleurs au moment du Covid. Et de la même manière que pour le Covid, il n'est pas question non plus d'aller commencer à présenter des comptes avec 3 colonnes. Une colonne bilan compte de résultats sans crise, impact de la crise, et une dernière colonne qui serait compte de résultats et bilan après crise. Ça, c'est quelque chose qui est complètement impossible à faire. Personne ne sait aujourd'hui concrètement dans l'entreprise quels sont les impacts identifiés de cette crise et surtout pour combien. Ça, personne ne sait. Est-ce qu'on peut parler aussi des effets indirects de la crise en Ukraine? Parce que tu as parlé des effets directs, quand oui. on a des filiales, quand on a des contrats, ça on le comprend tous, que c'est quand il y a une activité économique, mais après il y a des effets qui peuvent être induits. Alors jusqu'où on peut aller? Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Ukraine. Non, mais bien sûr. Alors c'est bien, tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que les effets induits, c'est toute l'inflation, la hausse des taux, les problématiques de change. C'est vrai que les économistes avaient dit que de toute façon, l'inflation, on en aurait à la suite de la crise sanitaire, parce que la relance aurait créé clairement une hausse des prix. Néanmoins, on a effectivement quelque chose d'amplifié à cause de la guerre. Maintenant, bon, je pense qu'il n'y aurait pas eu la guerre, on aurait eu quand même de l'inflation. Donc effectivement, c'est des points qu'il faut quand même bien annoncer, mais il ne faudrait pas que ce soit la Libye, tu as raison, pour expliquer des mauvaises difficultés qui sont effectivement sous-jacentes. Et enfin, dernière remarque que je voulais faire sur ces comptes 2022, sur cette crise, c'est qu'évidemment, il ne faut pas reclasser toutes ces mauvaises nouvelles dans le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel doit rester la conséquence de l'analyse qu'avait pu faire l'entreprise sur ses pratiques, de comptabiliser des éléments en exceptionnel, et qu'il ne faut pas changer ces pratiques parce que on va reclasser des coûts fixes qui sont d'un seul coup devenus très très fixes parce que le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Donc tout ceci évidemment n'existe pas, et c'est déjà ce qu'on avait dit au moment de la crise sanitaire. Vous aurez de des ne débats. pas, de ne pas reclasser. Pour les banques, et ça peut être effectivement des des sujets débats pour les importants. covenants. Voilà donc pour la crise. Alors, autre point d'actualité sur lequel je voulais revenir très brièvement, parce que le texte est quand même lourd, ce sont les conséquences du dispositif qui avait été mis en place par le gouvernement en 2016 sur le compte personnel de formation. C'est quelque chose qui avait été mis en place quand le DIF a été supprimé pour obliger les entreprises à réaliser tous les 2 ans des entretiens professionnels au cours desquels le salarié et l'employeur se réunissent pour pouvoir examiner la carrière et le plan de formation du salarié et voir comment il se sent dans l'entreprise. Cette disposition impose à l'employeur des entretiens tous les 2 ans. Ça veut dire qu'au bout de 6 ans, l'entretien doit être complètement terminé, cette phase d'entretien doit être terminée par un état des lieux, et si l'entreprise ne respecte pas ce timing d'entretien tous les 2 ans avec une formalisation quand même de cette obligation par des questionnaires, par des comptes rendus de réunion, eh bien l'entreprise est punie quelque part à verser 3 000 € sur le compte personnel de formation qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Je vous rappelle que les 3 000 € sont dus, c'est un abondement correctif, puisque vous n'avez pas respecté votre obligation, vous devez verser cette pénalité quelque part. 3 000 € par salarié, ça peut être vite significatif, mais vous ne le versez pas aux salariés, vous le versez à la Caisse des dépôts et consignations qui, elle, va nourrir le compte personnel de formation du salarié pour pouvoir payer les formations que le salarié est en capacité de faire. Alors attention, cette obligation de verser cet abondement, elle n'est valable que sous 2 conditions. La première condition, c'est que le salarié ait au moins 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, donc il faut qu'il ait vraiment fait sa carrière au bout des 6 ans depuis son entrée en poste. Et deuxième condition, que l'entreprise dépasse un seuil de 50 salariés pendant toute la période. C'est-à-dire que si au cours des 6 années qui sont sur le graphique ici, l'entreprise n'a pas dépassé le seuil des 50, elle n'a pas d'obligation de payer l'abondement de 3 000 € si elle n'a pas respecté son obligation de mener cet entretien. Donc vous voyez, il faut faire très attention à ça. Il y a une condition de seuil qui s'impose. Et là aussi, nous, professionnels, on a un véritable rôle à jouer auprès de nos clients pour vérifier qu'elle a respecté son obligation d'entretien
et surtout de voir si, oui ou non, elle a dépassé les 50 salariés sur la période concernée. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que si, finalement, et c'est la position que nous avons prise à la commission des études comptables quand on a été interrogé sur le traitement comptable de cet abondement de 3 000 €, pour savoir si oui ou non il fallait le comptabiliser, finalement, eh bien, il a fallu se poser les fameuses 3 questions. Première question, est-ce que j'ai failli à mon obligation? Est-ce que, pendant la période de 6 ans, est-ce que mon salarié a terminé sa période de 6 ans de présence dans mon entreprise? Et enfin, est-ce que pendant toutes ces périodes, j'ai dépassé les 50 salariés de seuil d'effectif? Si la réponse est oui sur les 3 questions, il n'y a pas photo. L'entreprise doit comptabiliser une dette de 3 000 € à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations. Alors vous allez me dire... Une dette ou une provision? Non, non, c'est une dette, parce qu'elle est certaine. Elle est certaine. J'ai répondu oui à toutes les questions, elle est bien certaine. Donc là, effectivement, elle ne sera peut-être pas payée tout de suite, mais en tout cas, elle est certaine, et nous, professionnels, on doit être vigilants là-dessus si le montant est significatif. Alors, effectivement, très bonne transition, cher Vincent, est-ce que c'est une provision? Oui, c'est une provision si le salarié n'a pas fini ses 6 ans dans l'entreprise. On sait qu'on a manqué à notre obligation, qu'on n'a pas fait notre entretien, mais le salarié, il est toujours là. Et finalement, les 3 000 €, je les payerai le jour où il aura fini ses 6 ans de période de présence. Et surtout, si sur les périodes qui me restent, j'ai dépassé 50 salariés. Donc je sais que j'aurai quelque chose à payer. Et bien voilà, effectivement, si je sais que je n'ai pas respecté mon obligation et que j'ai quelque part un manquement, je dois attendre de vérifier que j'ai bien mes 6 ans pour mon salarié et si effectivement j'ai dépassé mon seuil. Donc je dois constater une provision et là, effectivement Vincent, il y a 2 vues possibles, soit d'étaler cette provision en attendant que le salarié ait ses 6 ans, donc sur la durée qui reste à courir des 6 ans, ou alors considérer qu'effectivement je respecte, que j'ai une grosse probabilité que mon salarié soit encore là dans 6 ans et que j'ai dépassé mes 50, et dans ce cas-là, je pourrais tout passer tout de suite parce que je considère que mon risque est vraiment réel et je dois la totalité de la provision. Mais attention, ce n'est pas une dette parce que mon salarié est toujours en attente de la période des 6 ans. Voilà, donc vous voyez, c'est des sujets intéressants qui peuvent arriver auprès de l'entreprise parce que vous avez beaucoup de cabinets de conseil aujourd'hui qui, au moment où ils font de la publicité pour gérer la formation des salariés en question, contactent les salariés. C'est une réalité que j'ai pu voir en entreprise, même au sein de notre cabinet, où les organismes de conseil vous rappellent qui sont capables de vous gérer la formation et vous rappellent toutes les obligations légales de l'employeur et évidemment parlent de l'abondement de 3 000 €. Donc ça donne peut-être des mauvaises idées à certains salariés d'aller les réclamer. Je te titille encore. Juste encore une question. Elle sera déductible, ma provision, ou la dette comment ça se passe au niveau fiscal? Alors, je pense qu'elle l'est au niveau de la dette, parce que tu as une obligation, donc je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas. Pour la provision, c'est plus compliqué. Parce que je pense qu'effectivement, c'est comme, exactement, c'est comme une provision pour indemnité de départ à la retraite. Je serais moins affirmatif pour la provision pour d'abondement qui s'assimile effectivement à un sujet sur les retraites. Alors, dernier point d'attention que je voulais vous apporter sur cette clôture 2022, c'est le retour que nous avons eu de l'autorité des normes comptables sur un certain nombre de problématiques qui touchent les comptes consolidés pour donc, les périodes qui sont concernées, donc 2021 et 2022. Vous savez que ce règlement sur les comptes consolidés en normes françaises était d'application obligatoire pour le 1er janvier 2021 et un certain nombre de difficultés sont arrivées auprès de l'entreprise, des groupes, pour traiter plusieurs problématiques. Alors, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on a eu 3 questions majeures. D'abord, une première question sur une référence à un principe qui était de dire qu'on privilégiait la substance d'une transaction par rapport à son apparence, à sa réalité plutôt juridique. Ça voulait dire quoi en pratique? Qu'on pouvait reconnaître dans les comptes consolidés une transaction de manière différente par rapport à ce qu'elle a été comptabilisée dans les comptes sociaux. Cette référence explicite de la prédominance de la substance sur l'apparence, elle n'existe plus. Donc ce qui pose problème, parce que si ça n'existe plus, d'abord la doctrine que nous avons eue à écrire sur ces difficultés, notamment de restructuration interne dans les groupes. Est-ce que je dois dire, est-ce qu'il y a une nouvelle entité qui est rentrée? Est-ce que j'ai un nouveau groupe ou pas, avec des holdings intercalés? Est-ce que je peux présenter mon compte de résultat un petit peu différemment, etc. Tout ceci, il n'y a plus d'arguments pour pouvoir le faire, parce que je n'ai plus de référence. Donc l'autorité des normes comptables s'en est saisie et n'a pas franchement conclu à ce stade.
Elle a lancé un groupe de travail visant à redéfinir ce qu'est une acquisition, une restructuration d'une filiale, un intercalage d'une holding entre la top holding consolidée et le sous-groupe opérationnel, par exemple. Est-ce que c'est une acquisition concrète? Est-ce qu'il y a eu un nouveau groupe ou pas? Tout ça, ce sont des questions qui sont en cours d'analyse au sein de l'autorité des normes comptables et sur lesquelles on devrait avoir un retour dans le courant de l'année 2023. En revanche, ce qui est clairement résolu aujourd'hui, c'est de savoir comment on traite les subventions et comment on présente les états financiers consolidés. Autrement dit, est-ce qu'une entreprise qui veut modifier le corps du résultat consolidé en rajoutant des indicateurs ou en modifiant un petit peu la présentation peut le faire, ou au contraire, on considère que les modèles sont complètement prescriptifs. Et là, l'autorité des normes comptables a été très claire, les modèles sont prescriptifs, vous devez suivre tel que le format qui a été donné, il n'y a pas de choix. Et vous ne pouvez pas ajouter des rubriques ou en enlever. Vous pouvez faire des sous-totaux si vous le voulez, mais vous ne pouvez pas reclasser des éléments ou faire des résultats intercalaires. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, sur les subventions, quel a été le sujet? Et je reviendrai sur le compte de résultat dans quelques instants. La question était de savoir comment traiter les subventions d'investissement qui figuraient au poste produit constaté d'avance. Pourquoi? Parce que finalement, on était en présence d'une subvention d'investissement qui, comme vous le savez, peut être étalée sur la durée de vie de l'immobilisation au même rythme que les amortissements. Puis vous avez beaucoup de groupes qui, au lieu de le comptabiliser dans les capitaux propres, passaient ça en produit constaté d'avance et lissaient dans le temps la consommation de cette subvention en fonction de l'amortissement de l'immobilisation. L'autorité des normes comptables a clairement dit que ce n'était plus possible. On ne peut pas passer ce type de subvention en produit constaté d'avance. Il faut faire un choix d'emblée, comme on l'a dans les comptes sociaux, entre le résultat immédiat de la subvention ou l'étalement par le biais des capitaux propres. On ne peut pas passer par un compte de produit constaté d'avance. Alors évidemment, quand on a dit ça, c'est un problème parce que vous avez beaucoup de groupes qui avaient des compteurs de produits constatés d'avance qui vont se retrouver à devoir solder tout ça. Donc l'autorité des normes comptables leur a dit vous avez le choix finalement, soit vous reclassez tout en capitaux propres tout de suite, soit au contraire, vous pouvez étaler ces produits constatés d'avance jusqu'à ce que la subvention soit complètement finalement consommée. Mais en revanche, pour les nouvelles, il faudra faire le choix soit d'inscription en résultat immédiat, en résultat exceptionnel, soit au bilan consolidé, en bilan capitaux propres, étalé sur la durée de vie de l'immobilisation. Alors une fois qu'on a dit que ça devait aller en capitaux propres, du coup se pose la question de savoir s'il y a finalement un partage à faire entre le groupe et les intérêts minoritaires, parce que ça c'est quelque chose qu'on a obligatoirement en France, en norme française, de splitter les capitaux propres entre la part groupe et la part minoritaire. Et l'autorité des normes comptables a bien confirmé qu'il fallait faire le split et donc de créer une rubrique ad hoc dans le bilan, une rubrique qui n'existe pas aujourd'hui, mais elle a permis au groupe de le faire. Et il reste encore une question, c'est de savoir s'il y a une fiscalité sur ces subventions d'investissement, et là, une fiscalité différée. Là, l'autorité des normes comptables a mis joker en disant qu'il fallait qu'elle réfléchisse sur le plan technique. Au niveau de la commission des études comptables, on estime qu'une fiscalité différée serait appropriée au cas présent, parce qu'il y a un différentiel entre la situation fiscale et la situation comptable, et on s'attend à comptabiliser un impôt différé dans les comptes consolidés en normes françaises. Et puis enfin, pour terminer, donc, je reviens sur ces états de synthèse, et ça c'est un point qui est majeur pour nous professionnels, c'est que l'autorité, comme je l'ai dit, a invité les groupes à respecter le cadre qui est donné dans les états financiers dans le règlement, et elle a rappelé, et ça c'est extrêmement violent comme message, et je pense que c'est important qu'on le réadresse ce soir, c'est que le crédit d'impôt recherche est de l'impôt, c'est de l'impôt. Ça veut dire qu'il doit être présenté en moins de l'impôt sur le résultat, dans le compte de résultat consolidé. Alors pourquoi je dis que c'est assez violent? Parce que vous avez des groupes aujourd'hui qui présentent ce crédit d'impôt en autre produit d'exploitation ou en moins des charges si la présentation des charges est faite par destination. Vous avez administration, marketing, recherche et développement, et bien certains groupes mettaient le crédit d'impôt recherche en moins des charges de recherche et de développement. Donc en exploitation. Donc demain, ce n'est plus possible, c'est de l'impôt.
Ça veut dire que clairement, on va avoir dans les groupes qui ont des covenants basés sur le résultat d'exploitation ou des contrats d'intéressement qui sont basés sur le résultat groupe d'exploitation vont être affectés par cette affirmation de l'autorité des normes comptables. Et donc, attention, il faut qu'on prévienne nos clients aussi de se mettre en ordre de marche, etc. Voilà, négocier. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité des normes comptables a proposé une phase de transition de 3 années pour permettre au groupe, justement, d'aller voir leurs salariés s'il y a un contrat d'intéressement qui est signé avec une base de résultats d'exploitation consolidée, ou le banquier, comme tu le dis, sur des clauses de défaut, à revoir effectivement la situation avec eux pour pouvoir corriger le tir, le cas échéant, avec d'autres indicateurs, etc. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur ces comptes consolidés avant de parler de quelques points de vigilance. Alors on va en profiter parce qu'on a un deuxième quiz sur les points de vigilance à venir. Vincent, est-ce que... je le fais, c'est moi alors. C'est toi qui pose la question. Alors, le règlement ANC sur la future modernisation des états financiers. ANC, connais bien Jean-Charles. Alors, réponse numéro 1 concerne les comptes annuels et les comptes consolidés. Et réponse numéro 2 n'a aucun impact pour les PME. Réponse numéro 3 change la définition du résultat exceptionnel. Et là encore, vous avez 20 minutes. Non, 20 secondes, pardon. 20 minutes, là, on dépasse tout, là. Hein, c'est pas possible. Hein. Excusez-moi, 20 minutes, là, on va dormir à toute vitesse. Allez, vous avez 20 secondes pour répondre. C'est un bon moyen de savoir si nos chers consoeurs, confrères, ont vu le truc arriver avant Noël, parce que c'est une bombe à retardement. Dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que vous faisiez avant Noël? Donc voilà, c'est la vraie question. Voilà, donc ça commence, allez, on commence à avoir les réponses. Hein. Alors, est-ce que c'est comme tout à l'heure? Est-ce qu'on a des fausses réponses d'abord? Ah oui, il y a des fausses réponses. C'est définitif, c'est bon, là, les réponses que l'on a? Bon. Définitif, on nous dit. Définitif. Bah, alors, écoute, vous êtes 65... pas grand-chose à Noël. Vous êtes la majorité à dire que ça touche les comptes annuels et les comptes consolidés. La réponse est non. Ça ne concerne que les comptes annuels pour le moment. L'autorité des normes comptables a décidé de moderniser le jeu d'état financier uniquement pour les comptes sociaux. Vous avez répondu très justement que ça va impacter toutes les entreprises. Oui, bien sûr, il n'y a pas de question de seuil. Tout le monde est concerné par cette modernisation. Et enfin, ça va changer la définition du résultat exceptionnel. La réponse est oui. C'est une des bombes à retardement que je vais vous présenter tout de suite. C'est effectivement le sujet. On a refondu le résultat exceptionnel. Donc, pourquoi tout ce projet? Rapidement, c'est parce que l'autorité des normes comptables a voulu moderniser, mettre à jour le plan comptable qui était un peu vieillot. On avait quand même des comptes qui s'appelaient chèques postaux. Alors évidemment, chèques postaux, ça n'existe plus. On a voulu surtout simplifier les modèles d'état financier qu'on avait avec plusieurs modèles, système de base, système développé, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Et on est venu donc supprimer un certain nombre de numéros de compte. 200 numéros de compte ont été à peu près supprimés. Mais effectivement, la révolution, c'est surtout le résultat exceptionnel et les transferts de charges. Je vais y venir très vite. Résultat exceptionnel, donc on a changé complètement la définition du résultat exceptionnel en disant que le résultat exceptionnel, c'était le résultat d'un événement majeur et inhabituel. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que vraiment extraordinaire. Hein. Ça veut dire qu'en pratique, une entreprise qui vend une immobilisation ou qui licencie son personnel, ce n'est pas un événement majeur et inhabituel. C'est habituel dans un environnement économique d'activité. Ça veut dire donc en pratique que les entreprises qui vont demain vendre des immobilisations et licencier du personnel devront comptabiliser ces opérations en résultat d'exploitation et non plus en résultat exceptionnel. Donc ça veut dire qu'en pratique, on va retrouver dans le résultat exceptionnel uniquement les éléments qui sont des éléments fiscaux, les provisions réglementées, amortissement dérogatoire, provision pour hausse des prix, mais aussi des changements de méthode ou des corrections d'erreurs. Donc ça, c'est la première grosse révolution. Et la deuxième révolution, c'est la suppression des comptes de transfert de charges
où on avait l'habitude de retrouver là-dedans plusieurs choses, des refacturations de frais, vous le voyez à l'écran dans les exemples, des remboursements de charges, des corrections de comptes, etc. Tout ça, c'est terminé. On n'aura plus ces comptes de transfert de charges. Ça sera une meilleure lecture. Donc, selon les cas, et l'autorité des normes comptables a fait une présentation d'un tableau explicite, on ira mettre ça en moins des charges. C'est notamment les avantages en nature, les remboursements, exactement, les indemnités de sécurité sociale en cas de maladie. Et puis, en revanche, pour tout ce qui est indemnisation d'assurance quand vous avez un dégât des eaux, ça ira en autres produits d'exploitation. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quand même un chantier majeur qu'il va falloir donc surveiller puisque son application est en œuvre au 1er janvier 2025. Les entreprises peuvent l'appliquer par anticipation, mais le coup près, c'est 1er janvier 2025. Donc, il faut commencer à en parler à nos clients parce que ça va métamorphoser leur système d'information, notamment les payes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais aussi leurs états financiers et leurs plaquettes. L'administration fiscale, elle est prête avec sa liasse fiscale, elle est dans les starting blocks, elle est prête à réduire tout cela en raison des numéros de compte supprimés ou de la du reformatage des états financiers de synthèse. Alors ça va être des beaux débats en perspective. Ça va être des beaux débats en perspective. Alors, autre beau débat que je voulais aussi rappeler en perspective, ce sont les associations qui gèrent le culte, les associations cultuelles, qui, elles, se sont vues voir, à compter de 2023, avoir des nouvelles obligations pour traquer les ressources qui proviennent de personnes étrangères et d'en communiquer la synthèse dans les notes annexes, en plus d'un zoom sur leur activité cultuelle dans le compte de résultat. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver. Alors par chance, ce n'est pas rétroactif, mais c'est que ça nécessite quand même de mettre en place des systèmes d'information adaptés pour les associations dans le secteur cultuel. Avec déjà toutes les obligations, mais qui n'ont rien à voir avec Tracfin. Qui sont évidemment parallèles, mais qui sont aussi essentielles. Et enfin, un dernier sujet qu'il faudra suivre, mais ça, je vous le recommanderai, je pense, à l'occasion, c'est les contrats SAS, où là encore, l'autorité des normes comptables a lancé un groupe de travail sur la comptabilisation de ces prestations en normes françaises par rapport aux normes IFRS, mais on reviendra plus en détail sur ces contrats. Voilà ce que je voulais vous dire en synthèse. Merci pour cette actualité 2022 et 2023. Merci, parce que c'était un exercice compliqué. Donc, merci beaucoup. On va répondre directement aux questions. Alors, tout ça pour dire quand même qu'on a une super équipe qui a préparé ces questions. On a nos modérateurs, qui est l'équipe juridique de la CRCC avec Méa Saïdoud et Célia Robert, que je remercie. Enfin, tout à l'heure, je ferai les remerciements pour tous les permanents qui ont bossé sur ce focus sur l'actualité. Mais c'est eux qui ont récupéré vos questions. Et puis, on va essayer d'y répondre. Alors, la première question, lorsqu'il ne reste plus que 3 CAC, doit-on passer plus de temps en formation que de temps passé sur ces CAC? Je suppose que c'est 3 mandats quand on dit 3 CAC. Donc, le nombre d'heures, c'est sévère comme truc derrière, le nombre d'heures passées ne devrait-il pas être baissé dans ce type de cas? Allez, je vais répondre à la première, puis après je vous laisse vous débrouiller des suivantes. Non, il n'y a pas beaucoup de solutions. Les textes sont les textes. Vos obligations de formation, elles visent tout le monde. Alors je sais que ça peut poser des difficultés pour certaines ou certains d'entre vous qui sont dans des grosses structures et pour des questions de détention de capital. Parfois, quand on a sectorisé les activités, peuvent avoir choisi de ne faire que de l'expertise comptable. Néanmoins, ils sont inscrits CAC parce que pour pouvoir être actionnaire de la holding, des fois, il faut avoir aussi des... Tu connais ça, Jean-Charles? Tu peux avoir des... Toi, tu en as des doutes qu'il y a une structure importante, tu le sais. Et là, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Alors, il faut toujours se méfier. Le diable est dans les détails. Pour l'instant, la position du régulateur et du H3C, c'était de dire qu'ils n'ont qu'à démissionner de leur fonction de commissaire aux comptes. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas le faire. Donc, il faut qu'ils fassent des formations. On va sûrement essayer, je sais qu'on en a parlé en réunion des présidents, on en parle avec la CNCC, parce que c'est un problème qui n'est pas que la CRCC de Paris, c'est un problème national. On va essayer de voir si on peut adapter pour avoir peut-être un régime de formation plus adapté pour les gens qui ne signent pas de CAC. En revanche, à partir du moment où on en signe un, jamais
vous aurez la possibilité d'échapper à vos formations, là je vous le dis tout de suite. Quand on n'en signe pas, ça peut être envisageable peut-être de réduire, pour l'instant les textes ne le permettent pas, mais quand on en signe 3, c'est 3 cas qui est obligé de maintenir. Allez, deuxième question. Une précision, d'autant que quand on est aussi commissaire aux comptes inscrit, on peut mener des missions spécifiques comme commissaire aux apports, à la fusion, de missions de commissariat à la transformation, donc il faut aussi se former sur tous ces sujets. Et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est compliqué d'adapter le texte aussi. Le texte est très compliqué, voilà. C'est compliqué à adapter, c'est sûr. Allez, deuxième question. Je deviens assez proche de certains de mes clients. Je ne sais pas ce qu'on entend par assez proche. Avec lesquels je m'entends bien au bout de quelques années. Le tout en restant professionnel et indépendant. Bon. La norme en cours de validation va-t-elle m'interdire de garder ces bonnes relations ? Vais-je devoir devenir très froid avec mes clients? Camille, c'est pour toi ça. En froid, sûrement pas, non. Bon, il est urgent de rien faire pour l'instant puisque les normes n'ont toujours pas été publiées. Ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Et puis surtout, on va attendre des éléments de déontologie et surtout une doctrine qui ne manquera pas d'être publiée par la commission d'éthique professionnelle. Donc non, pour l'instant, ne changeons pas nos relations avec nos clients. Là, il faut la norme de déontologie, et ça a été, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais ça a été un vrai débat, et c'était une position unanime de la profession. Je dirais toute tendance confondue, c'est assez rare de dire qu'au Conseil national, il y a eu unanimité pour dire que la première mouture qui nous avait été imposée par le régulateur n'était pas acceptable, parce que ça allait jusqu'aux convictions politiques, aux convictions religieuses, et ça on a dit, ça c'est pas possible, c'est pas quelque chose d'acceptable. C'est pour ça qu'avec sourire, je disais, quand commence la proximité, voilà. Et puis nous ne sommes pas non plus des magistrats, et ce n'est pas non plus l'acceptation de l'indépendance des magistrats, même si nous sommes profondément indépendants et qu'on le revendique. Allez, question d'actualité comptable. Je sens qu'il y en a un qui va être bien visé par celle-là, si je la vois. Jean-Charles, est-ce qu'on peut avoir la question d'actualité comptable qui va nous être remise? Elle va arriver dans quelques... Bon, je crois qu'il y avait 3 questions de mémoire. Donc les premières concernaient le compte personnel de formation. La question était de savoir qui contrôle l'obligation que je vous ai rappelée de faire des entretiens professionnels pendant une durée de 6 ans. Qui contrôle? C'est clairement l'inspection du travail, ça c'est elle qui le fait. En général, elle ne le fait pas spontanément. Ce type de difficultés, on les rencontre quand le salarié se plaint et rentre en litige. Il y a eu de la jurisprudence sur ces cas où les salariés, au moment de leur licenciement, ont réclamé à l'employeur le paiement de l'abondement de 3 000 €, pensant dans un premier temps qu'il était finalement destiné pour eux, alors que le dispositif, comme vous l'avez compris, prévoit un abondement à la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est clairement en cas de litige que l'inspection du travail peut se positionner. Deuxième question, est-ce que ce compte touche les associations? Oui, le dispositif concerne l'ensemble des employeurs. Il n'y a pas de distinguo entre une société commerciale et des associations. Donc ça c'est pour la partie compte personnel de formation. Ensuite, plus particulièrement sur la crise ukrainienne, une question qui vient d'être posée sur qu'est-ce que je fais avec la filiale qui est installée en Ukraine, qui a été consolidée dans mes comptes français et du fait de la crise, ne répond plus au téléphone, ne m'envoie plus de compte, elle est toujours en place, mais elle ne génère aucune activité et elle est incapable de remonter du cash. La question est de savoir si je la déconsolide. Alors, la réponse est... Mariupol, c'est compliqué. Alors, oui, effectivement. La réponse, c'est elle ne sort pas du périmètre de consolidation. Donc, ça veut dire qu'elle reste dans le périmètre, mais au lieu d'être consolidée en intégration globale, elle est figée dans la glace. C'est ce qu'on appelle la déconsolidation par mise en équivalence, c'est-à-dire qu'on va photographier à un instant T de raison ses capitaux propres et on va mettre cette valeur en titre mis en équivalence par contrepartie des capitaux propres consolidés. Autrement dit, on va frigorifier sa situation nette à une date la plus récente qu'on puisse avoir. Ça peut être soit 31 décembre 2021, ça peut être plus ancien, c'est 31 décembre 2020 si on veut, ou plus récent. Bref, on va photographier cela et c'est ce qu'on appelle la déconsolidation par une mise en équivalence. Mais encore une fois, la filiale reste dans le périmètre, mais elle est présentée autrement. Alors, autre question cette fois-ci sur les subventions d'investissement. Effectivement, une question qu'on a eu à traiter à la commission, qui est une incohérence. Quand on veut comptabiliser une subvention d'investissement en résultat, la règle, c'est de comptabiliser ce profit immédiatement en résultat exceptionnel. Et puis, par ailleurs,
vous avez l'amortissement d'immobilisation qui est, lui, comptabilisé en exploitation. Et donc la question que pose le confrère là ce soir, c'est de savoir si on peut reclasser la subvention d'investissement en résultat d'exploitation pour finalement compenser la charge d'exploitation avec le profit. Eh bien la réponse est malheureusement non. On a eu à traiter cette question. Ça reste une disposition claire du PCG où on dit que la subvention d'investissement doit faire partie du résultat exceptionnel et la dotation aux amortissements, elle reste en amortissement. Donc peut-être qu'avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel que j'ai donnée, qui sera valable à compter du 1er janvier 2025, la situation sera effectivement corrigée parce que cette notion de caractère exceptionnel, inhabituel et majeur n'existera pas, permettra plutôt de comptabiliser cette subvention en résultat d'exploitation, et ce qui aura effectivement plus de sens par rapport à l'amortissement de l'immobilisation. Tu as une question sur le crédit d'impôt recherche. Alors, crédit d'impôt recherche, oui, évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Tout le monde, évidemment, a réagi à la transition proposée par l'autorité des normes comptables de laisser un peu plus de temps au groupe pour communiquer à l'extérieur. Alors, ce temps, finalement, il est de se mettre progressivement en place, ce qui veut dire en pratique que sur 2022, on pourrait encore accepter un CIR en exploitation. Évidemment, il faudra communiquer dessus en annexe, mais soyez prudents. Ce n'est pas pour autant qu'on va encore avoir 3 ans de plus derrière. Il faut vraiment se mettre en ordre de marche pour le comptabiliser au bon endroit, en tout cas le présenter en bon endroit dans le compte de résultat consolidé. Alors, les subventions des ambassades dans les associations. Alors ça, Joker, je ne sais pas si hein. les ambassades sont considérées comme étrangères en tant que telles dans le texte. Ça mériterait un approfondissement, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que dans de nombreuses associations culturelles, certaines ambassades contribuent pas mal. Il faut voir comment est rédigé le texte. Vous savez que c'est un texte qui vient de 2021 sur l'application des bons principes de la République. Ça mérite d'être précisé et sur lequel on devrait répondre plus précisément, je pense, par écrit. Il y aura une réponse qui sera là-dessus, tu suivras, on essaiera. Mais je regarderai en détail le texte parce qu'effectivement... là-dessus, mais là, pour nous excuser, c'est quand même un peu Joker. Hein, oui, non, là, franchement, la question est trop précise à mon sens, trop particulière pour pouvoir répondre. Alors, quid des heures de formation si nous sommes CAC et expert comptable, mais de toute façon, il faut faire nos heures de formation. Oui. Hein. Alors, autant c'est obligatoire, 120 c'est figé pour les CAC, mais c'est recommandé pour l'ordre. Hein. Enfin, c'est expert comptable, c'est aussi, c'est pas écrit, mais c'est recommandé. C'est recommandé. Bien sûr, vous avez des obligations aussi de formation pour l'ordre, mais c'est clair que quelqu'un qui a toute une partie quand même de tronc commun, je dirais, sur les formations CAC, donc c'est sûr que certaines peuvent servir aussi pour l'expertise comptable lorsqu'on a fait les obligations du commissaire aux comptes. Ça, c'est une obligation qui est, elle, figée, hein, les 120 heures. Et je vous le rappelle, je vous ai dit tout à l'heure, 20 heures par an, 120 heures glissant, on vous a réexpliqué qu'est-ce qu'étaient les formations, mais je ne sais pas quand est-ce que la présidente du H3C va vraiment, enfin il faut un texte d'ailleurs, pour pouvoir faire des compositions pénales, pas pénales, administratives. Bon, moi je vous dis que c'était quand même des amendes, hein, des prunes, si vous voulez, enfin, je ne sais pas comment ça va se dire, mais ça risque quand même de monter relativement haut pour ceux qui ne le font pas. Soyez vigilants. En plus, la CRCC de Paris vous offre beaucoup de formations pour nos amis des Antilles. Ils en ont aussi pas mal. Ils ont leurs IRF sur place. Et puis, on va essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, régulièrement de leur donner comme ça des heures de formation complémentaires et de toujours leur apporter plus. Voilà, écoutez, on arrive à notre terme. On est arrivé au bout de ces 2 heures de formation. C'était un vrai plaisir pour nous de vous retrouver. Un grand merci à José et à David d'avoir fait cette première. Hein, les focus de l'actualité inter-CRCC. Tout à l'heure, j'ai cité notre équipe juridique, Miassa et Célia, qui ont énormément travaillé pour la préparation de ce webinaire, parce que c'est beaucoup de travail, vous savez, pour faire les supports. Qu'elles soient ici remerciées. Elles ont fait les modérateurs ce soir pour les questions. Bien évidemment, l'équipe com, Delphine, Jérémy, on les remercie beaucoup parce que c'est aussi de la communication et vous avez pu avoir beaucoup d'annonces sur cette organisation et c'est grâce à eux.
et Angela et Éléonore, et Angela notre secrétaire générale, et Léonore qui est donc l'assistante, je dirais, des élus, du président, mais aussi des élus qui ont veillé au grain pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous. Bonne soirée, bon carnaval pour nos amis antillais. Profitez de cette demi-journée fériée et à très bientôt. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.